Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. Merci beaucoup à tous d'être là. Merci beaucoup aux membres du panel de s'être déplacés, d'avoir répondu à mon appel. Et merci à vous d'être présents dans le public. Alors j'ai un tout petit texte d'introduction, ce ne sera pas long, mais ça permet de mettre en contexte un peu cet événement. Alors ces dernières années ont été marquées par l'émergence d'une prise de conscience à différents niveaux de la société, de l'urgence écologique et sociétale qui dépasse le cadre des cercles activistes habituels et du besoin d'un rapide changement de paradigme dans notre gestion de la planète. Plutôt que de l'épuiser, nous devons vivre en harmonie avec elle dans le souci de la préservation de la diversité des espèces et des ressources naturelles, afin de promouvoir l'égalité climatique, terreau d'une meilleure redistribution des richesses et garante de justice et de paix. L'éducation, et l'éducation supérieure en particulier, doivent également être au centre de cette réflexion. De nombreuses initiatives en ce sens ont émergé ces dernières années dans différents endroits du monde, où de façon non concertée mais néanmoins animée d'un même constat, on tente de façonner les réponses que doivent apporter les universités aujourd'hui au défi de l'âge anthropocène. Le projet IGNIAS en transition prend sa source dans la réflexion menée par le département des sciences de gestion de l'Université de Namur, que je représente, sur le nécessaire renouvellement de nos pratiques d'enseignement d'une façon qui soit compatible avec la transition. Alors on va essayer de faire de rendre plus clair ce concept de transition, ça fait partie des objectifs de la table ronde. Et donc pour nous permettre d'avancer dans cette réflexion, nous avons profité de la semaine d'action organisée par Tout autre enseignement supérieur pour réunir dans le cadre de cette table ronde, qui n'est pas vraiment ronde mais c'est une table, une belle tablée, une belle brochette, d'intervenants d'horizons divers, représentant étudiants, des membres du corps académique, de l'UNAMUR ou d'autres institutions, des personnes issues de la société civile, du monde de l'entreprise, de la sphère politique également, pour partager et confronter les points de vue. Donc merci donc à vous tous, encore une fois, d'avoir accepté de faire partie de ce panel. Et avant de vous laisser la parole, puisque c'est vous qui allez parler, qui allez vous exprimer principalement, j'aimerais simplement vous présenter très très brièvement auprès de notre public. Alors je vais commencer dans l'ordre, avec Benoît de Serres. Benoît, tu es chercheur en économie. Après avoir réalisé ta thèse au sein de l'équipe PORESP, donc Poverty, Resource, Equality and Social Policies, dirigée par le professeur François Maniquet au COR, qui est le centre de recherche en Operations Research, donc recherche opérationnelle en français, et économétrie de l'Université catholique de Louvain, en co-tutelle avec l'Université de Bielefeld, en Allemagne, pour être tout à fait complète. Tu as rejoint le département d'économie de l'Université de Namur en septembre 2016, en qualité de chargé de cours, où tu y enseignes entre autres la microéconomie et la théorie des jeux. Tes recherches t'ont porté à t'intéresser, entre autres, à la mesure de la pauvreté, à l'économie publique, ainsi qu'au mécanisme d'allocation des places dans les écoles. Dans un de tes articles de recherche récents, tu proposes, par exemple, un nouvel indicateur hiérarchique incorporant les dimensions absolues et relatives de la pauvreté de revenus. Alors, dans la mesure où il est fortement question d'économie et d'enseignement de cette discipline à l'université, il me semblait naturel et important d'avoir le point de vue d'un économiste de chez nous, de l'UNAMUR. Et donc, merci à toi et bienvenue. Tan Enyem, tu es diplômé de l'école des mines et de l'INSEAD. Tu deviens dans un premier temps ce que ce type d'études brillantes réservées à une élite amène à faire, une businesswoman de tout premier plan, puisque tu es la première femme partner, donc ça veut dire directrice associée chez McKinsey, puis directrice stratégique chez Suez ODO. Des activités qui sont grisantes et sans doute aussi lucratives, que tu quittes à la suite d'un événement personnel et d'une prise de conscience qui t'ont amené à faire un virage à 180 degrés, en tout cas un virage important, en quittant le monde de l'entreprise pour mettre tes compétences au service de l'intérêt général. Tu deviens alors, selon tes propres termes et celui de ton premier livre, Des abeilles et des hommes, passerelle pour un monde libre et durable, aux éditions Bayard en 2010, une butineuse ou une pollinisatrice de savoir, accélératrice de projets, avec l'idée de connecter les acteurs de tous horizons pour catalyser les projets novateurs, en s'inspirant des modèles open source et de l'économie collaborative, de façon à les diffuser le plus largement possible dans le but de construire un monde durable. Libre et durable sont les mots d'ordre qui deviennent les tiens. Tu as fondé l'Institut Angenius, qui est un incubateur d'initiatives et d'idées au service du développement durable. Tu as également contribué à créer la majeure Alternative Management au sein de la prestigieuse HEC Paris. Plus récemment, tu as été la co-initiatrice avec Cédric Villani et Florent Massot du manifeste du crapaud fou. Donc tu es une abeille, tu es un crapaud, beaucoup de choses, qui ressemble à un ensemble d'orientations, de pistes vers une possible transition avec l'idée force qu'il est nécessaire de faire dialoguer les univers parfois cloisonnés pour que chacun apporte sa pierre à l'édifice d'une société écologique et collaborative. Et donc, évidemment, on ne pouvait que t'inviter ici. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement pour venir nous voir. Annick Castio,
Tu es titulaire d'un doctorat en physique, ancienne chercheuse au FNRS, ex-consultante pour l'IRIS, une société de services en informatique à Louvain-la-Neuve. Expérience qui t'a permis de comprendre les difficultés qu'éprouvent les organisations face aux changements technologiques. En 2002, tu reviens à l'Université de Namur en qualité de professeur chargé de cours en gestion, où tu enseignes entre autres des cours de stratégie, innovation, intégrant le point de vue technologique aux questions managériales. Dans tes travaux, tu t'es intéressé à la gestion de l'innovation, et en particulier l'innovation collaborative et le travail en équipe dans les contextes de réseau, en portant une attention particulière aux TIC et à leur soutenabilité. Tu es aussi devenue, à la faveur du changement d'équipe rectorale en septembre 2017, notre vice-rectrice à l'enseignement. Et donc, c'est à ce double titre de professeur de gestion en innovation et de grand chef chargé de l'enseignement à l'UNAMUR que tu interviens ici. Merci. Philippe Lamberts, vous êtes ingénieur civil de formation en maths appliquées de l'UCL et commencé par occuper différentes fonctions commerciales chez IBM, commerciales et managériales, je corrige, de 1987 à 2009. En 2009, vous êtes élu pour un premier mandat comme eurodéputé, puis réélu en mai 2014, à l'issue de quoi vous êtes élu co-président du groupe des Verts Alliance Libre Européenne au Parlement européen avec Ska Keller, que le grand public, à commencer par moi, ont découvert lors de la campagne européenne en 2009, une des plus charismatiques, si ce n'est la plus charismatique de la bande, de ceux qui s'étaient présentés pour diriger. Dans le cadre de votre mandat au Parlement européen, vous avez focalisé votre travail parlementaire sur les questions économiques, monétaires, fiscales, en particulier de la régulation bancaire, la gestion de l'union monétaire et la justice fiscale. Au cours de votre premier mandat, vous avez également traité des questions de recherche et d'innovation, en ayant un intérêt particulier pour la politique industrielle et les PME. Comme coprésident de groupe, vous vous exprimez aujourd'hui sur l'ensemble des questions de politique européenne, comme la réponse aux défis migratoires ou encore le Brexit. Par ailleurs, l'enseignement, la formation et la recherche sont pour vous, je cite, les fondations d'une société solidaire et durable. Nous partageons ce point de vue. Connaissant bien, de par votre situation familiale, le monde de l'enseignement, vous avez vous-même œuvré quelques années comme professeur d'informatique et de mathématiques dans une école de promotion sociale de la communauté française, et vous avez rejoint puis dirigé de 2002 à 2014 le pouvoir organisateur d'une grande école d'Anderlecht. Et donc c'est tout naturellement que nous vous avons invité à rejoindre notre plateforme pour avoir vos vues en matière d'enseignement supérieur face aux défis de la transition. Merci à vous. Isabelle Cassirs, vous êtes professeure d'économie à l'Université catholique de Louvain, chercheuse honoraire du Fonds national de la recherche scientifique, le FNRS, membre de l'Académie royale de Belgique et de divers réseaux scientifiques. Pendant 30 ans, 1975-2005, vous avez dédié vos recherches à l'histoire économique et sociale en vous inspirant de la théorie de la régulation. Pour les étudiants dans la salle, la théorie de la régulation, ce sont entre autres les écrits des professeurs Michel Eglietta, André Orléans, par exemple, sur la monnaie et les dérives du capitalisme financier, ou encore de Robert Boyer, ou encore de Frédéric Lordon, dont on a beaucoup entendu parler lors du dernier mouvement Nuit debout, pour vous resituer un peu le contexte. Vos analyses historiques vous ont alors convaincu de l'urgence d'une réflexion transdisciplinaire sur la transition écologique et sociale, objet de vos activités depuis lors. Vous avez récemment dirigé plusieurs ouvrages collectifs, dont Redéfinir la prospérité, jalon pour un débat public aux éditions de l'Aube en 2011 et 2013, ou encore Vers une société post-croissance, intégrer les défis écologiques, économiques et sociaux avec Kevin Maréchal et Dominique Méda aux éditions de l'Aube en 2017. Compte tenu de votre expertise, nous ne pouvions pas ne pas vous inviter. Merci véritablement d'avoir accepté, d'autant plus que vous êtes toute jeune retraitée, et donc merci d'autant plus. Aline Farès, vous êtes une ancienne du secteur financier, de la banque Dexia, pour ne pas la nommer, que vous quittez alors qu'elle est l'une des premières banques européennes à faire faillite lors de la crise financière de 2008, puis de l'ONG Finance Watch, créée dans la foulée de cet épisode en 2011, dont vous restez proche. Vous êtes militante au Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, le CADTM, auteur de la conférence gesticulée chronique d'une ex-banquière, qui d'ailleurs a été donnée ici à Namur à plusieurs reprises, notamment au Quai 22, qui est l'espace culturel de l'université, qui fait plein de belles choses, notamment des conférences TEDx dont on parlera très bientôt, puisqu'il y en a la semaine prochaine. Je vous invite à y aller. Et co-initiatrice du laboratoire Désorceler la finance et de la campagne Belfus est à nous. J'ai eu la chance, moi, de vous entendre lors d'un forum, Change Finance Forum, en décembre dernier à Bruxelles. Et donc, je me suis dit, mais il faut l'inviter, cette femme, elle est formidable. Voilà, donc merci. Et enfin, last but not least, Mathieu Sauvenier. Donc toi, tu es assistant d'économie à la faculté de sciences économiques, sociales, politiques et de communication à l'UCL et doctorant au corps.
donc qui a déjà été cité, en économétrie sous la conduite de mon éminent collègue Sébastien Van Belleghem. Tu es également impliqué dans la branche belge du réseau Rethinking Economics, qui est un collectif de personnes, donc étudiants, chercheurs, acteurs de la société civile, qui ont pour objectif de repenser la manière dont on enseigne, étudie et pratique l'économie. Et c'est donc à ce titre que je t'ai invité à cette table ronde. Merci beaucoup. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. C'était un petit peu long, mais je pense que c'était nécessaire pour replacer cette table ronde dans le contexte d'aujourd'hui. Je vous propose de passer sans transition à notre première question. Je vais faire un tour de table avec cette question qui est vraiment la question, la question à 1 milliard d'euros peut-être, je ne sais pas, ou plus. Donc voilà, je propose à chacun d'entre vous d'y répondre et en fonction des réponses, on va lancer le débat et la parole pourra circuler. Vous avez 2 micros devant vous, n'oubliez pas de les allumer et de parler bien devant les micros. Moi j'ai la chance d'avoir un micro Madonna, donc je n'ai pas besoin d'y penser. Alors, c'est parti. Donc, la première question à laquelle j'aimerais qu'on s'attelle est la suivante. Donc, quels sont, selon vous, les grands défis auxquels nous faisons face aujourd'hui? Autrement dit, qu'est-ce que la transition pour vous? Qu'est-ce qu'elle recouvre? Comment se décline-t-elle aux disciplines qui sont les vôtres? Et dans quelle mesure l'enseignement en économie et gestion à l'université tel qu'il est proposé aujourd'hui pose problème ou pas, selon vous? Voilà, vous avez quelques secondes. Bon, j'avais donné un peu les questions, je crois, depuis ce matin. Donc, ils ont depuis ce matin pour y réfléchir. Je vais commencer par toi, Benoît. Ça te va? C'est parti. Hop. Alors, on attend qu'il y ait la petite lumière verte. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Parfait. Alors, je vais évidemment plus répondre sur ce que je connais, c'est-à-dire l'enseignement de l'économie. En tout cas, la manière dont je le perçois. Donc, un des aspects importants, à mon sens, de l'enseignement de l'économie, c'est d'apprendre aux étudiants comment est-ce qu'on peut analyser différentes politiques économiques. Comment est-ce qu'on peut éventuellement, lorsqu'un décideur politique va prendre une décision, est-ce que je vais prendre cette mesure A ou cette mesure B, laquelle prendre? Comment est-ce qu'un économiste peut analyser ça? Et il y a au moins 2 aspects à cette analyse qui sont importants de transmettre à nos étudiants. Il y a l'aspect positif et l'aspect normatif. L'aspect positif, c'est d'essayer de comprendre quel est le lien qui va exister entre une mesure économique, certaines règles du jeu, et les résultats économiques qu'elle va engendrer, c'est-à-dire la production et la distribution de richesses auxquelles cette mesure va amener. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect normatif, c'est celui dans lequel il y a des jugements de valeur qui sont posés, c'est une fois qu'on a fait le lien entre une mesure et ses résultats, et qu'on a fait ça pour les différentes mesures qu'on essaie de comparer, comment est-ce qu'on peut poser des jugements de valeur sur la désirabilité ou non des différents résultats économiques. Et ces 2 aspects doivent être transmis auprès des étudiants, et en particulier pour l'instant, en économie, on fait très attention au premier aspect, à l'aspect positif, d'essayer de comprendre comment est-ce que les mesures économiques amènent à des résultats économiques. Ce que je vais faire, c'est parler rapidement de ces 2 aspects-là, et essayer, pour chacun des 2 aspects, de soulever éventuellement un risque par rapport à cet enseignement, un risque qui peut, un aspect qui peut éventuellement empêcher, disons, cette transition. Donc le premier, c'est l'aspect positif. Comment est-ce que les économistes essayent de comprendre le lien entre des mesures économiques et leurs résultats? Ils vont essayer de comprendre quels sont les incitants qui sont associés à ces mesures économiques. Et puis ils vont voir, comment est-ce que les différents agents économiques vont réagir par rapport à ces incitants et comment est-ce que leurs réactions combinées vont amener à des résultats économiques. Je vais prendre un exemple très court. Prenons le cas de la réforme agraire qui a eu lieu en Chine à la fin des années 70. Je vais très, très fortement simplifier, mais imaginons qu'avant la réforme, comment est-ce que le système agricole était organisé en Chine? On disait aux paysans, vous devez produire un certain montant, vous devez produire une certaine quantité de riches, je sais pas, des centaines de kilos, et vous pouvez garder un montant minimum pour vous permettre de survivre. Évidemment, ce genre de politique-là, étant donné que le paysan sait qu'il va garder un certain montant qui ne dépend pas de ce qu'il va produire, ne l'incite pas à faire beaucoup d'efforts. Et à ce moment-là, la Chine se trouvait dans de graves difficultés de production agricole. Par la suite, il y a eu les réformes qui ont été mises en place à la fin des années 70, et on a changé les règles du jeu. On a changé les règles du jeu de manière à dire, OK, maintenant on va faire l'inverse, on va dire, OK, l'État va vous prendre qu'une certaine quantité, et tout ce que vous produisez au-dessus de cette quantité, vous pouvez la garder pour vous-même. Évidemment, les incitants entre ces 2 mesures sont entièrement différents, et les résultats qui en ont découlé sont
extrêmement différents. Et suite à ça, la Chine a augmenté très fortement sa production agricole. Et donc là où je veux en venir, c'est que pour les économistes, il est clé de regarder aux incitants qui sont inhérents aux mesures pour voir quels sont les résultats qu'elles amènent. Comment est-ce que les économistes vont faire l'analyse de la réaction que les agents économiques vont avoir par rapport à ces incitants? Ils vont se dire, ils vont faire l'hypothèse que les agents sont rationnels. Par rationnel, ils entendent que les agents vont essayer de réagir à ces incitants pour essayer de pousser leurs propres intérêts. Est-ce que ça pose problème, ça, selon toi? Voilà, c'est là où je vais en venir pour la première partie, pour l'aspect positif. Quel est le risque? Le risque de cette mise en avant de la rationalité, c'est qu'à force de parler de ce comportement rationnel, on risque, certains étudiants, ou même plus largement, on risque de voir la rationalité comme étant un comportement normal, voire justifié en tant que tel. Je donne un exemple. Je discutais avec des amis chercheurs en économie il y a quelques années. On parlait du quart de finale de la Coupe du Monde de foot Ghana-Uruguay, pour ceux qui s'en souviennent, en 2010. Il s'est passé quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que jusqu'à la toute fin, le score était à égalité, et puis un joueur africain allait marquer un but, la balle allait rentrer dans les filets, et puis Suarez, qui est un joueur uruguayen, qui est un joueur de champ, a plongé pour l'écarter avec sa main, ce qui n'est pas permis par les règles du jeu, mais il l'a fait. Et la question c'est, qu'est-ce qu'il faut penser du geste de Suarez? Et mes collègues économistes finissaient par me dire, mais il a fait ce qu'il fallait faire. Il a fait ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que c'était rationnel ce qu'il a fait. Il savait, ok, s'il faisait cette faute, alors il encourait une carte rouge, mais ça permettait éventuellement à l'Uruguay de passer. Par la suite, l'Uruguay est passé suite à cette faute. Parce que je ne vais pas raconter l'histoire, mais grosso modo, mes collègues défendaient Mordicus, mais il a fait ce qu'il fallait faire en défendant son comportement. C'est plus stimulé que l'exemple de la Chine, tu vois. Je sens qu'il y a plus de retour voilà. de l'assistance. Mais donc, l'idée de base, c'est qu'à force de parler de la rationalité, on finit par penser qu'elle peut justifier n'importe quel comportement. Par exemple, on peut penser au cas d'ING qui peut défendre éventuellement ses restructurations en se disant « Ah ben tiens, ça va maximiser notre profit ». Est-ce que la rationalité est quelque chose que l'on veut absolument pousser dans la société? Donc ça, c'est la première chose à laquelle je voulais réfléchir. Alors, est-ce que ce n'est pas lié peut-être même aux mesures même de bien-être qui n'intègrent peut-être pas suffisamment de dimensions qui permettent de prendre en considération justement les limites de notre planète, notamment en matière de ressources naturelles ou l'impact à long terme que pourraient avoir certains comportements? Voilà, mais je voulais justement, là, on va déjà un peu dans le détail. Je voulais justement parler du deuxième aspect qui est l'aspect normatif. Comment est-ce qu'on peut poser des jugements de valeur sur des... Comment est-ce qu'on peut dire qu'un pays est plus riche qu'un autre? Comment est-ce qu'on peut dire qu'une société s'est enrichie à travers le temps ou a amélioré son bien-être? Et là, les économistes, une fois qu'ils ont fait le lien entre des mesures et leurs résultats, ils vont comparer les résultats économiques sur base de critères normatifs. Et c'est là que les jugements de valeur entrent en compte. L'aspect positif est uniquement basé sur des hypothèses, mais pas sur des jugements de valeur. Dans la partie normative, là, les jugements de valeur entrent en compte, et les économistes se basent presque exclusivement sur un critère normatif qui est celui de l'efficacité au sens de Pareto, qui est basé sur l'idée que si une distribution est préférée par tous les agents concernés à une autre distribution, s'il y a unanimité, alors il faut la préférer. Mais qui pourrait potentiellement être très inégalitaire aussi, on l'a vu. Voilà. Il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que c'est un critère normatif parmi d'autres et qui est le plus consensuel, parce qu'on voit qu'ici, il n'y a personne qui est lésé dans le passage de l'un à l'autre, tout le monde est consensuellement d'accord. Mais les économistes finissent par me regarder, je ne vais pas dire exclusivement parce que ce serait faux, mais sont pour finir obsédés par ça, à tel point que... C'est le cas chez certains économistes, c'est le cas ailleurs dans la société, mais je voulais juste sortir, la deuxième anecdote que je voulais sortir, c'était, donc je travaille, comme tu l'avais dit au début, sur la mesure de la pauvreté. En présentant mes recherches à un workshop, quelque part, un de mes professeurs de l'époque, en Allemagne, est venu me poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on se soucierait de la pauvreté? Pour lui, ça lui sortait complètement de la tête. Pour lui, c'était des questions éventuellement politiques, mais qui ne nous regardaient pas, qu'il ne fallait pas essayer de regarder ou quoi que ce soit. Pour lui, au-delà de ce qui était de l'efficacité, au-delà de ce qui était, si on veut, la somme des revenus, lui ne voyait pas l'intérêt d'aller creuser derrière ça. Voilà, donc ça, c'était les deux risques que j'avais envie de mettre en avant. Merci Benoît. Je pense que tu peux passer ton micro à Tan, qui aura certainement une réponse fort différente, puisque
Bon, parcours différents, réponses différentes sans doute, et focus peut-être différent aussi. J'essaye déjà d'intégrer ce que tu dis. C'est vrai que moi, ce que j'entends à travers ces deux anecdotes, le coup du football et puis faut-il s'occuper des pauvres, pour moi, la question qui est posée, c'est la question du sens. La question du sens et de l'éthique. C'est-à-dire, tout ça, ça sert à quoi, au fond? À quoi sert un économiste, hein? Et voilà, à quoi ça sert de faire l'économie, hein? Moi, j'ai fait McKinsey assez longtemps pour vous poser la question. Donc, pour situer mon intervention, je dirais que sur la question que tu posais, qui est la transition, moi, c'est vrai, je vois le problème d'une autre manière, pour avoir vécu un certain nombre de mondes différents. Je suis une sorte de transfuge. Bon, je suis actuellement un batracien, malgré l'apparence, je suis dans un crapaud fou. Mais donc, pour comprendre d'où je parle, il faut voir au départ, j'ai fait McKinsey pendant 13 ans. Donc, à l'époque où les banques allaient bien, l'économie était flamboyante, on gagnait Golden Boy, Golden Girls, on gagnait très bien notre vie. C'était assez simple de faire de l'économie sans se poser de questions. Moi, je suis partie parce que j'avais déjà à l'époque un problème de sens. C'est pour ça que je me suis occupée des ONG. Et donc, au début, je pensais que si le sens était bon, donc une ONG, on va dire le WWF, les humanitaires, etc. J'ai fait un peu, en tant que bénévole, hein, le tour des grosses ONG. Et au bout de même pas 3-4 aventures, enfin une dizaine de mois quand même, avec une quarantaine d'ONG que j'ai accompagnées, je me suis dit ça va pas. Parce que tous ces gens étaient en confrontation les uns contre les autres. Donc c'était l'époque des années 2000, c'était Greenpeace, on dénonçait les entreprises, on dénonçait Monsanto, les méchants, mais on construisait rien de positif. Et donc je me suis intéressée à ce moment-là aux hackers, je crois que je racontais à l'un d'entre vous ici, qui était donc mon démarrage avec les gens qui bidouillaient à l'époque Linux et les wikis. Et j'ai par hasard rencontré la personne qui dirigeait la communauté mondiale à l'époque des wikis, qui a donc atterri dans mon ONG, parce que moi j'étais bénévole, mais je finançais pas mal de monde. Et avec ça, il y a eu cette idée à un moment donné de hybrider les deux. De dire, et si on prenait l'open source et qu'on le collait sur tous les trucs de durable, au lieu qu'on soit les uns contre les autres, on serait tous ensemble à partager des savoirs. Donc première étape de ce travail, c'était 2002 jusqu'à 2014. Pendant près de 14 ans, j'ai accompagné plein d'ONG pour les ouvrir en open source. Donc ça a donné des choses que vous connaissez, Wikipédia, évidemment tout le monde le connaît, Blablacar, le covoiturage, WeShare, Ticket for Change. Si vous êtes un petit peu dans l'économie, vous devez connaître Ticket for Change ou Ashoka, toutes ces choses-là. Bon, tout ça, c'est des jeunes que j'ai vus à l'école à l'époque, 18, 20 ans, 22 ans à tout casser. Et l'enjeu, c'était de leur donner assez de force pour qu'ils aillent jusqu'au bout de leur aventure. Donc c'est une incubation de personnes. Et donc tout ça m'a emmené aussi à faire des TED Talks. Je crois qu'il y a un TEDx Namur bientôt. Très important, les médias, des médias responsables, hein, on les cherche. Hein. Et donc au bout de mon 5e TED, je me suis dit, là aussi ça suffit pas, on va pas assez loin. Les TEDx, c'est que pour quelques personnes, les happy fews qui regardent ce genre de trucs. Et puis on a le syndrome du TLM, toujours les mêmes, c'est un mot québécois. Les TLM, c'est ceux que vous avez dans toutes les réunions. Vous allez voir les TLM de l'écologie, donc Rabi, Hulot, etc. Et puis, en général, ils sont véganes, bio et tout. Après, vous allez voir les TLM qui sont humanitaires. Alors, eux, ils ont été faire le tour de l'Afghanistan, ils ont sauvé 10 réfugiés, et c'est très bien. Donc, la pauvreté, ils l'ont vécu sous la tente, et ils sont très contents d'en parler. Bon, je critique un peu, mais il y a un peu un passage de masque dans tout ça. Un entre-soi, quelque part. Pardon ? Un entre-soi, quelque part. Un petit peu, et plein de bonne volonté en plus. Donc je me suis dit, c'est toujours pas ça. Donc j'ai continué jusqu'à arriver ici avec un crapaud qui est juste en face de moi, Eric, et sa femme, Michel, qui m'ont accueilli hier soir. Et mon idée, c'était la suivante. À la fin de l'année 2016, j'étais avec Cédric Villani. Vous connaissez donc le mathématicien français avec son araignée ici. Ça, il est venu à Namur pour faire de la poésie. Donc il est multiple. C'est tout à fait son genre en plus. C'est tout à fait ça. Donc Cédric, on est copains depuis un bout de temps. Et je découvre qu'il s'occupe des ONG et qu'il s'occupe réellement des handicapés et tout ça. Et donc, ni une ni deux, on avait fait un débat ensemble sur l'empowerment. À Paris, à la Maison des Métallos, on avait aidé plus de 1000 handicapés, autistes et polyhandicapés à faire de la musique. Et on avait observé les résultats sur le cerveau. Et ça avait beaucoup plu, donc on a fait un grand débat devant plein de gens. Et à la fin, quelqu'un me saute dessus en disant « C'est génial votre tandem ». Vous avez Cédric Villani qui touche les grands de ce monde, qui parle à tous les grands mathématiciens de la planète, qui parle à la télé tous les jours. Et puis toi qui entraînez des quarantaines, des cinquantaines de projets du terrain, pourquoi est-ce que vous ne faites pas un tandem pour nous aider à bouger tout ça ? Je dis très bien, mais je ne sais pas ce qu'on va faire. Donc on est parti dans cette idée du crapaud fou, avec juste cette hypothèse qu'il fallait faire quelque chose pour aller au-delà des TLM. Et donc évidemment, lui, avec son cerveau, il me dit, je vais t'ouvrir les 80 personnes clés de la planète, tu vas pouvoir parler qui tu veux, etc. Et puis moi, de mon côté, je me disais, je vais prendre tous les VCs, venture capitalistes, tous les entrepreneurs sociaux que je connais, je vais mettre tout ça ensemble, et on va accélérer le temps. Ça, c'était fin 2016. Et au moment où je démarre cette aventure, on se dit, il y a un tsunami évident, c'est le tsunami écologique. Donc première transition écologique, ça vous la connaissez. Et puis, à ce moment-là, Trump est élu. Moi, je me souviens, j'étais à la Silicon Valley avec mes 40 entrepreneurs sociaux. Tout le monde pleurait, en gros. Et on s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Vous connaissez l'histoire aujourd'hui. On sait que Cambridge Analytica et Breitbart News ont truqué les cartes.
Donc ça, c'est des gens qui sont dans le big data. Et de l'autre côté, c'est des gens qui font du fake news en quantité industrielle. Donc quand on a vu ça arriver, on s'est dit c'est très grave parce que ça va arriver en France bientôt. Et à ce moment-là, les élections commençaient à se faire avec la menace du Front National. Et donc ni une ni deux, j'ai mis tous mes 200 hackers du monde entier sur le feu. On a commencé à regarder ce qui se passait sur Twitter, Facebook et tout ça. Donc tout ça pour dire qu'il y a eu un deuxième tsunami qui m'est apparu évident, qui était le tsunami de la post-vérité et des fake news. Donc là, vous avez, si vous voulez, le premier cancer qui était le cancer alimentaire, donc le bio, etc., dans les années 2000, d'accord ? Premier tsunami. Ce deuxième tsunami qui était déjà arrivé aux États-Unis, c'était le tsunami intellectuel, le cancer de l'Internet. C'est la démocratie qui est en jeu, là. D'accord ? Donc ça, c'est le deuxième. Puis le troisième, je commence à prendre mon téléphone, j'appelle tous les gens qui font de l'intelligence artificielle, des big data. Évidemment, tout le monde me dit à peu près la même chose. Le génie digital est sorti de sa bouteille, mais on ne sait plus qui aujourd'hui contrôle la bouteille. On ne sait même pas comment ce nourrisson se nourrit. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire d'IA, le machine learning, le deep learning, tout ça, ça vous dit quelque chose ? Je vous dis un mot là-dessus ou je passe vite ? Tu peux, je pense que ça peut intéresser tout le monde dans cette salle. Ok. Donc, en vraiment accéléré, jusqu'à... Dans les années 80, il y avait deux formes d'algorithmes qui se battaient un petit peu. Il y avait d'un côté l'algorithme symbolique, qui est comme le solfège. On dit à la machine, tu fais ça, s'il y a ça qui arrive, tu fais ça. Donc, tu obéis de manière linéaire, c'est comme le solfège. C'est des règles grammaticales qu'on applique. Donc la machine n'est pas très intelligente, mais elle va plus vite que nous. Simplement, elle va plus vite que nous, c'est tout. Il y a un deuxième type d'intelligence qui est apparu, c'est l'intelligence deep learning. C'est mon téléphone, en fait. Pardon. Et cette intelligence-là est basée sur le fait qu'elle avale plein de big data. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle interprète, mais statistiquement, elle aime bien les bonbons. Donc quand elle gagne, vous lui donnez un bonbon. Donc on lui dit, tu vas me repérer des chats dans toutes ces images qu'on t'envoie. Donc 10 milliards de photos. Si tu trouves le chat, tu gagnes un bonbon. La machine retient le chemin qu'elle a fait. Et à force de répéter tous les chemins possibles, elle identifie les nœuds, les synapses, donc, qui permettent d'arriver au chat. Et donc selon ce qu'on lui donne à manger. Et voilà. Et du coup, ça veut dire que ces machines sont très bonnes en reconnaissance visuelle aujourd'hui pour trouver un chat, par exemple, ou maintenant retrouver votre visage. Il suffit que vous soyez sur Facebook ou des copains vous aient liké, et la machine sait qui vous êtes maintenant. Elle vous retrouve sans aucun problème. Donc ça, c'est ce que fait le machine learning. C'est de l'apprentissage bête et méchant en avalant des tonnes de données. Et c'est à cause du fait que les machines avalent aujourd'hui beaucoup, beaucoup de données que ces algorithmes ont pris le vent depuis à peu près 3 ans. Et l'année dernière, Google a tout basculé en machine learning. Ce que ça veut dire, c'est qu'une machine stupide, qui ne fait que de la statistique sur des données, on appelle ça du computational statistics, est capable de deviner tout à partir du moment où vous lui donnez la bonne récompense. Mais on ne sait pas comment elle calcule. D'accord ? Donc ça veut dire qu'elle est stupide, mais qu'elle est capable de vous remplacer. Donc voilà un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans les grosses machines. Et le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas que les GAFAM, il y a la Chine, tout ça. Bref, le génie digital est sorti. Et donc moi, ce qui m'inquiétait, c'est que j'ai fait le lien avec les fake news en disant si les big data qu'on lui donne à manger sont des gros mots, des choses pourries, les machines vont tout apprendre de travers. Vous avez peut-être vu quand Microsoft a mis en ligne son premier chatbot, au bout d'un jour, ils ont dû l'arrêter. Parce que la machine n'a absorbé que des injures, des trucs racistes, et puis ça ne marchait plus. Donc voilà. Donc pour 3 grands vite, défis. Il faut que je laisse la parole à mes voisins. Donc si vous voulez, les 3 tsunamis que j'ai vu arriver, c'est donc 1, écologique, 2, la démocratie et l'information, et 3, la machine qui est partout. Et il faut bien comprendre que le big data, c'est vous. C'est vos empreintes digitales qui sont Google, Facebook, Amazon, mais aussi votre téléphone portable. Tout ça, c'est ça qui rentre dans la machine. Donc voilà, quand on voit ça, on se dit, mais alors demain, comment est-ce que je vais piloter, me faire mon identité ? Vous connaissez peut-être Black Mirror, cette série sur Netflix. C'est exactement ça qu'on voit, un avenir dystopique dans lequel la machine nous balance un petit peu où elle veut. Donc maintenant, pour répondre à ta question, maintenant que j'ai donné un petit peu cet éclairage avec les crapauds fous, on est parti dans cette idée que si on mettait tout ça sur la table, la seule manière d'y arriver, c'était de transgresser les frontières. Donc de faire que les écolos parlent avec les humanistes, que tous les départements de sciences, etc., de manière transdisciplinaire, puissent partager leurs connaissances. Et les crapauds fous, c'est exactement ce qu'on fait depuis maintenant 4-5 mois. Et donc, je pourrais détailler ça après. Mais pour moi, l'enjeu numéro 1, c'est de dépasser le syndrome du TLM. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait juste vous ici dans cette salle, ou les quelques profs ou les quelques étudiants qui s'emparent de ce projet. Puisqu'en fait, le big data, c'est tout le monde. Ça veut dire qu'il faut faire de l'empowerment, aller chercher les gens là où ils sont, tous ces gens qui sont aujourd'hui en train de se faire happer par la machine sans s'en rendre compte. Voilà. Donc pour moi, la vraie transition, elle est là-dedans. Elle est dans le tsunami 2 et 3, pour que les gens puissent être conscients de ce qui se passe. Le crapaud fou, pour moi, c'est comme la chasse au gaspillage. C'est de faire que tout le monde soit conscient des enjeux de la donnée et des écrans. 4h30 en moyenne aujourd'hui par jour, par jeune, hein, c'est quand même beaucoup. Et tout ce qui se passe dans cette partie... y compris durant les heures de cours. Malheureusement pas assez. Voilà. Merci beaucoup, Tan. Donc on a bien compris. 3 grands défis et tout ce qui va avec. Annick,
Et ton j'ai regard sur la l'impression question. que je vais vous répéter un petit peu dans la mesure où effectivement je pense que la première question que tu posais c'était la question sur là où les transitions Oui, et exact. qu'il y a, pour moi il y a une transition qui est obligée, c'est la transition de la soutenabilité environnementale, on n'a pas le choix tout simplement. Il y a une transition qui est provoquée, incitée et qui vient notamment des technologies numériques. Les technologies sont très présentes dans ce contexte-là. Il y a peut-être une transition qui est souhaitée, c'est cette transition sociétale. C'est quel monde on veut, avec quels gens, avec quel bien-être, avec quelle inclusion, etc. Et que ces trois formes de transition, elles ne sont pas au même niveau, elles n'ont pas le même pouvoir, elles ne vont pas toujours dans le même sens. Et que donc là, il y a potentiellement un enjeu de choix au niveau des technologies, de choix politiques pour savoir quel monde on veut construire. Suivant ce qu'on choisit comme technologie, suivant ce qu'on met comme norme, on ne va pas avoir le même impact sur l'environnement, ni le même impact sur le bien-être des gens ou l'inclusion. Et vice-versa, suivant ce qu'on souhaite comme monde et les enjeux sociétaux qu'on a identifiés, on a évidemment des conditions à mettre en œuvre. Et donc, on a une forme de maîtrise, mais on n'a pas toute la maîtrise. On a des chemins qu'on pourrait atteindre, et si on veut choisir ces chemins, il faut faire les bons choix maintenant. Et donc, ça m'amène en fait à la deuxième question que tu posais, les enjeux par rapport à l'enseignement de l'économie et de la gestion. J'ai l'impression qu'il y a un premier enjeu, c'est l'intelligence de la complexité. Les étudiants travaillent encore beaucoup, à cause de nous, en partie, même voire beaucoup, en silo. C'est-à-dire que les matières sont très séparées les unes par rapport aux autres. Ils ont du mal à appréhender un problème de manière globale parce que les enseignements sont pratiqués de manière traditionnelle avec vraiment des évaluations qui portent sur une matière, très peu de projets intégratifs. Donc il y a là un enjeu à la fois pédagogique et de matière sur cet aspect de complexité. Pouvoir appréhender la complexité, regarder un problème dans son ensemble et pas juste par une lorgnette, et comprendre que dans un monde hyper connecté comme le nôtre est, si on change un morceau, on va influencer l'ensemble. Et donc comment est-ce qu'on peut voir cette influence globalement ? Plus globale, plus systémique des enseignements, exactement. plus intégrée, transdisciplinaire. Et transdisciplinaire, ça ne veut pas dire qu'on va moins aller en profondeur dans les disciplines, mais faire en sorte de faire ces connexions qu'on manque de faire malheureusement pour le moment encore trop. Et un deuxième volet, c'est qu'on ne sait pas non plus vers quel monde on s'aventure. Et donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément les solutions aux problèmes qui vont se rencontrer. Et donc, si on veut pouvoir construire ces solutions, il faut qu'on donne aux jeunes qu'on est en train de former les capacités d'être innovants et créatifs. Donc, de pouvoir utiliser les savoirs, les compétences qu'on leur donne dans des contextes complètement différents. De mettre en cause aussi les contextes en se disant que ce qu'on leur a enseigné, c'est pas forcément donné une fois pour toutes, qu'il y a peut-être d'autres façons de faire les choses. Et on est dans un enseignement qui n'aide pas par rapport à ça. Tu as utilisé le mot normatif, mais c'est aussi notre forme d'enseignement. C'est un enseignement qui est basé sur les fondements très historiques des disciplines, et c'est nécessaire de les avoir parce qu'il faut avoir cette vision historique pour pouvoir comprendre vers quel monde on peut s'aventurer aussi. Mais le questionnement par rapport à ces modèles... L'ultra-relativisme est quand même important. Exactement, ça c'est très très important. Mais par contre, avoir la capacité de prendre du recul et de questionner les modèles qui sont parfois, et en management en particulier, c'est le cas de très vieux modèles qui ne sont pas forcément adaptés à la réalité d'aujourd'hui, c'est important. Je vais prendre un simple exemple. On est toujours en train d'enseigner la stratégie en utilisant des modèles des années 60 et 70 qui se basent sur porteurs. Est-ce que le monde numérique dans lequel on s'aventure fait vraiment la différence entre des stratégies de différenciation et de masse ? C'est pas du tout comme ça que les choses vont évoluer probablement. Et donc là, on est en train, je pense aussi, d'avoir des enjeux au niveau de la recherche, de questionner ces vieux modèles, de les mettre en relation avec cette nouvelle réalité qui est en train de se construire et de voir comment, comme université, on peut à la fois, grâce à la recherche et au niveau de la formation, aider à construire le meilleur monde possible dans ces multiples transitions qui se télescopent un petit peu. Merci Annick. Philippe Lambert. D'abord, sur votre première question, c'est quoi les défis ? Je dis, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il est très probable que la Terre continuera à héberger la vie pour des centaines, voire des milliards d'années à venir. Donc, le Soleil a encore quand même un peu de temps à brûler. Et il y a des formes de vie qui peuvent rester sur cette planète, même quand on sera parti. Et c'est ça la mauvaise nouvelle, c'est que si on ne désamorce pas deux bombes à retardement sur lesquelles nos sociétés sont assises, le prix est la possible disparition de l'humanité.
rassurez-vous pour la Terre, je dirais, elle n'a pas vraiment besoin de nous. Les deux bombes à retardement étant d'une part une empreinte écologique qui dépasse les capacités régénératives de la planète, et deux, des inégalités qui, si elles ont déjà été aussi importantes par le passé, mais jamais avec évidemment 7, 8, 9, 10 ou 11 milliards d'habitants sur cette planète. Si on ne désamorce pas ces deux bombes, ce qui nous pend au nez, c'est la violence de la nature et ou la violence des humains. C'est-à-dire quoi? Vous craignez la révolte des pauvres? Non. C'est la violence utilisée par les détenteurs du pouvoir économique pour le conserver. Regardez déjà la politique migratoire de l'Union européenne. On paye des milices armées qui autrefois étaient le vecteur de la guerre civile au Darfour, pour maintenant faire du Darfour une frontière étanche, payée avec de l'argent de l'Union européenne. Bref, que ces gens crèvent, mais pas près de chez nous. Donc c'est ça le prix à payer. Alors cyniquement, on peut se dire, oui, mais les plus forts survivront, et donc peut-être qu'on aura éliminé une majorité de l'humanité entre-temps, mais une fois qu'on ne sera plus que 100 millions, l'équation écologique est plus facile à résoudre. Mais ce n'est pas évidemment comme ça que je vois les choses. Et donc, la vraie question, c'est ça le double défi. Si on veut réaliser la promesse de l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que tous les êtres humains naissent libres et ils sont égaux en droit et en dignité, ça suppose de faire en sorte de permettre à chaque être humain présent et à venir de mener une vie digne d'être vécue sur cette planète. Ça, c'est le défi. C'est-à-dire, mais quel rapport avec l'enseignement de l'économie? Mais tout, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, la politique se résume à l'économie. Quand on parle d'un grand pays, on ne parle pas d'un grand pays, on parle d'une grande économie. D'accord? On parle de l'Italie, c'est la 3e économie de la zone euro, ou la 2e, enfin non, c'est la 3e. Tout se ramène à l'économie, et il se fait qu'aujourd'hui, les économistes sont d'abord et avant tout, et je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que c'est l'aspect positif qui est le plus important, pas du tout. C'est l'aspect prescriptif. C'est l'aspect prescriptif. Et si nous en sommes là où nous sommes, c'est évidemment parce qu'aujourd'hui est érigée en postulat une idéologie qui se cache derrière, enfin sous un vernis de scientificité, mais qui est une idéologie. Je veux dire, quand on vous dit la société n'existe pas, tout ce que nous avons, c'est une somme, un agrégat d'individus. Déjà, c'est un choix de voir le monde comme ça. Que ces individus sont mus par une seule chose, c'est la maximisation de leur fonction d'utilité. Évidemment, on ne rentre dans la fonction d'utilité que ce qui peut être quantifié à la fin par un prix. Autrement dit, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Vous vous y retrouvez, je ne sais pas, mais enfin, je trouve que... Et tout ça, c'est la base. Que donc, la concurrence libre et non faussée de chacun avec tous, dans un marché qui tend naturellement à l'équilibre entre une fonction d'offre et une fonction de demande, qui naturellement se rencontre au prix d'équilibre, donc tout ce qui est une entrave par rapport à cette concurrence libre et non faussée va être suboptimal. Et quand vous voyez que les hypothèses qu'il faut pour qu'on ait des belles courbes d'offres ou de demande, c'est des hypothèses aussi réalistes que, bon d'accord, il y a beaucoup d'êtres humains sur la planète, mais à la grosse louche, nous avons tous la même fonction d'utilité, ce qui permet évidemment d'avoir l'acteur représentatif. C'est sûr qu'entre vous et moi, enfin je ne vous connais pas, mais on peut faire l'hypothèse qu'on a la même fonction d'utilité. Entre un combattant de Daesh en Syrie et moi, on peut faire à peu près l'hypothèse qu'on a la même fonction d'utilité. Même chose avec un cultivateur de cacahuètes au Sénégal, nous avons tous à la grosse louche la même fonction d'utilité. Mais le plus hilarant, c'est évidemment que cette fonction d'utilité est telle que nos préférences automothétiques à nos revenus, j'aime bien parler mathématiques, autrement dit, vous gagnez 1 000 € par mois, vous dépensez 0,5% de vos revenus à acheter du papier cul, vous gagnez 1 million d'euros par mois, vous dépensez toujours 0,5% de vos revenus à acheter du papier cul. Moyennant ces hypothèses, mesdames et messieurs, vous faites l'agrégat de tous les individus sur chacun des marchés, vous faites l'agrégat de ces marchés, vous avez l'économie, vous avez le modèle DSGE, dont la particularité est qu'il est incapable de décrire le réel.
Évidemment, bullshit in, bullshit out. Il y a quelques Ça me modèles semble quand assez même évident. qui intègrent des préférences hétérogènes et Oui, des oui, oui. subtilités. Enfin, mais ceci étant, je suis d'accord avec vous. Vous m'excuserez, mais les économistes que je rencontre matin, midi et soir dans les banques centrales, dans les ministères des Finances, à la DG ECFIN de la Commission européenne, bref, là où on décide de désamorcer ou non les 2 bombardements dont je parlais, c'est comme ça qu'ils, non, pas pensent, c'est comme ça qu'ils agissent, ils croient penser. Non, mais je rigole pas, parce que c'est très grave. C'est très grave, parce qu'ils prétendent dire le bien. Et je reprends une lecture que j'ai eue, c'était André Orléans, qui disait ce qu'il y a d'extraordinaire avec la théorie économique néoclassique, c'est qu'elle ne se veut pas explicative du réel, elle se veut performative. Elle décrit comment le réel doit se comporter. Si le réel ne se comporte pas comme la théorie, le réel a tort. Et nous allons le corriger. Et donc, d'où ma colère face à cela. Cette prétention, et là, je suis désolé, je suis ingénieur avec une mineure en économie, donc j'ai vu suffisamment l'Economics 101, et il a fallu que je grandisse dans ma vie pour réaliser quel tissu de bullshit on ose enseigner. C'est-à-dire que c'est tellement pas connecté au réel que, je veux dire, c'est peut-être un exercice de branlette intellectuelle intéressante en soi, du moment que ça n'influence pas les politiques réelles. Je veux dire, est-ce que, j'ai posé la question tout à l'heure, c'était un truc organisé par des jeunes fonctionnaires de la Commission européenne sur la décroissance. Et je demandais à l'Assemblée, il y avait une centaine de personnes dans la salle, qui a eu un cours d'économie de base? Tout le monde. Ben oui, parce qu'il n'y a pas que les économistes qui reçoivent ce bullshit. Quand vous avez un cours d'économie dans vos écoles de journalisme, à votre avis, c'est quoi qu'on enseigne? Quand vous êtes ingénieur et qu'on vous enseigne un petit cours d'économie, qu'est-ce que vous croyez qu'on va enseigner? Quand vous êtes juriste, quand vous êtes Sciences Po, la couche de base qu'on vous donne, c'est ce bullshit-là. Hein. Et puis je demande, tiens, au fait, d'entre vous, qui a eu un cours de thermodynamique? Ah, il y en avait 10%, ce qui était pas mal. Je dis, vous voyez, la thermodynamique est la branche de la physique qui s'occupe de l'énergie. L'énergie, si un économiste a un peu d'honnêteté intellectuelle, il sait que c'est le cœur de l'économie. C'est le moteur. La plupart des économistes n'ont pas la moindre idée de ce que c'est l'énergie et de comment elle se comporte. Le problème, c'est que la particularité de la science qui s'appelle physique, c'est qu'elle permet à des ingénieurs, en 1972, d'envoyer Pioneer 10 dans l'espace, le premier satellite d'exploration à longue distance dans le système solaire, et de connaître la position et la vitesse de ce satellite tout au long de son existence, jusqu'au moment où il a quitté le système solaire en 2003, 31 ans plus tard. La science économique, pour laquelle j'ai énormément de respect, c'est une science sociale, c'est compliqué, la physique est simple, l'économie c'est compliqué, est incapable, avec les modèles d'ISGE qu'elle a, de prédire la croissance le trimestre prochain, l'année prochaine, et il prétendrait qu'avec le TTIP, on aura 0,5% de croissance en plus dans 20 ans. Hein. Et ils n'ont pas vu venir des phénomènes aussi microscopiques que la crise financière de 2007-2008. C'est en fait interdit par la théorie néoclassique. Ça ne peut pas arriver. Et donc, le monde a eu tort d'avoir cette crise, parce que ça ne peut pas arriver. Parce que les acteurs ne se comportent pas de manière rationnelle. Parce que, et c'est de nouveau un des paradoxes, il ne faut pas que le gouvernement se mêle du marché, parce qu'il va réduire l'efficacité des marchés. Et pourquoi? La justification, c'est intellectuellement, parce qu'évidemment, il est impossible au gouvernement de prendre les bonnes mesures, puisqu'il ne peut pas tout connaître de tout. Par contre, et aller chercher l'erreur, l'acteur économique, là tout seul, est capable non seulement d'avoir accès à toute l'information relevante, mais de l'intégrer dans sa fonction d'utilité pour faire des choix rationnels. Donc, le Premier ministre, comme consommateur, peut le faire. Le Premier ministre, comme Premier ministre de ce pays, ne peut pas le faire. Chercher l'erreur. Je veux dire, comment est-ce qu'un bullshit pareil est d'abord encore enseigné? Et ça me met vraiment en colère. Ça me met vraiment en colère. Quand mon assistante, qui maintenant recommence ses études de droit à Saint-Louis, elle a un cours d'économie, et qu'est-ce qu'on lui enseigne? Le bouquin de Mankiw? Mais nom de Dieu, on aurait dû brûler ces bouquins. C'est quand même pas possible. Comment ose-t-il prétendre à la science, et en plus de ça, à la science qui devrait dicter à la politique sa conduite? Mais peut-être qu'on peut
Isabelle Cassirs doit intervenir juste après. Vous avez compris que je ne suis pas content. Non, mais je pense qu'on a bien compris le message. Mais peut-être que justement les économistes de l'ensemble, alors je vais laisser Isabelle Cassirs, Mathieu qui ne se sont pas exprimés encore, Aline aussi pourra le faire, mais peut-être aussi Benoît si tu veux réagir, peut-être nous dire est-ce que c'est vraiment tout ce qui est enseigné en économie? Je pense que non, enfin il y a quand même des approches un peu... Pardon. Voilà, tout à fait. Non, tout à fait. Mais effectivement, c'est l'économie mainstream, on est d'accord. Néanmoins... Voilà, mais je vais peut-être laisser... Je peux réagir après aussi. Oui. Peut-être laisser Isabelle Cassirs s'intervenir et je te laisserai rebondir. Voilà. Oui, moi je vais plutôt continuer sur les questions que vous avez posées, Sophie. Mais en fait, il y avait 4 questions. Il y a 4 questions, je sais. Et à chacune, je voulais répondre très brièvement en 3 points. Donc ça fait 12 points, mais vous m'interrompez quand vous voulez. D'accord. Parce que, en fait, dans votre question... je pense qu'on aura le temps de faire qu'une question, mais c'est très bien. Quels sont les grands défis? Ça va aller vite parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Qu'est-ce que la transition? Comment se décline-t-elle dans les disciplines qui sont les vôtres? Et qu'est-ce qui pose problème dans la manière dont c'est enseigné? Je vais reprendre dans l'ordre et puis vous m'interrompez quand vous voulez. Les grands défis, on les a déjà beaucoup évoqués, mais pour moi, sans aucun doute, c'est d'abord le défi écologique, puisqu'il pose, comme le dit Philippe Lambert, le problème, la question de la possibilité à terme de la vie sur Terre. Et je crois que les économistes, nous sommes tous confrontés à ce diagnostic lancé par les scientifiques qui disent, attention, nous sommes sur une trajectoire telle qu'il sera peut-être bientôt trop tard pour la modifier. Donc comment intègre-t-on cela dans nos réflexions et dans nos comportements? Pour moi, c'est vraiment le premier des défis. Comment se fait-il que l'humanité mette en péril sa propre survie? Le deuxième défi, on l'a aussi évoqué, c'est celui des inégalités et qui nous oblige à nuancer cette phrase qui dit « Comment se fait-il que l'humanité mette en péril sa propre survie ?» Ce n'est pas toute l'humanité. Et donc cette phrase en elle-même a déjà quelque chose d'un peu idéologique. Et je pense qu'un des défis aujourd'hui est de bien analyser les phénomènes systémiques et les processus et les rapports de pouvoir qui font que seule une petite partie de l'humanité profite d'un système qui met en danger la survie de l'entièreté de l'humanité. Et donc là, on l'a évoqué. Et le troisième défi est aussi déjà sous-jacent dans plusieurs de choses qu'on a dites. Pour moi, c'est un défi démocratique qui est que nous constatons aujourd'hui que notre système démocratique ne fonctionne pas ou plus très bien, notamment parce qu'il est en partie court-circuité par le pouvoir de l'argent, par le pouvoir de capitaux, par les lobbying, mais aussi, et on l'a évoqué, par la manipulation de l'information d'une manière assez insidieuse à travers les fake news et la manipulation des réseaux sociaux. Et pour moi, c'est un défi qu'il faut aussi relever. Il ne suffit pas de vouloir la démocratie, il faut comprendre comment on peut lui assurer sa survie. Alors la transition, pour moi, c'est de regarder en face ces 3 défis. Il y en a d'autres qui leur sont associés, mais c'est les 3 principaux, et de les traiter ensemble et de ne pas les saucissonner. Et on a aussi évoqué la question, le problème que pose le morcellement du savoir. Donc c'est ce que j'avais essayé de faire modestement avec plusieurs collègues dans les livres Redéfinir la prospérité et vers une société post-croissance. C'était l'appel au croisement des disciplines, au croisement des savoirs. La transition, c'est vraiment articuler nos comportements et notre discours sur la réalité autour de 3 pôles qui doivent être liés entre eux: le respect de la Terre et de tous ses habitants, humains et non humains, le partage plus équitable des ressources et la promotion de l'autonomie dans son étymologie autonomos, la participation à la construction des normes qui nous gouvernent. Et donc, c'est un peu l'idée d'empowerment aussi qui a été proposée. Voilà. Alors, comment la transition, vous voyez, j'avance quand même pas mal, comment la transition se décline-t-elle à ma discipline, à l'économie? Alors, la première chose, de nouveau 3 points, la première chose, je crois, c'est l'urgence d'intégrer dans notre discipline, l'économie, les contraintes physiques. Et ça pose pas mal de problèmes. On n'est pas nulle part dans cette réflexion-là. Hein. L'économie environnementale, l'économie écologique a déjà bien avancé dans ce domaine-là, mais avec des grandes difficultés. Donc, tout d'abord, reconnaître que la croissance infinie n'est pas possible dans un monde fini et que
chercher la manière la plus appropriée d'introduire une telle contrainte. Ce n'est pas si facile vu la difficulté de monétiser la nature et vu la tradition jusqu'à maintenant, pour les économistes, de passer par le calcul monétisé ou monétarisé. La deuxième question, c'est intégrer la question du partage des ressources, non pas comme une question politique qui se traite a posteriori, c'est-à-dire une question de redistribution après allocation dite efficiente par les marchés, mais une question qui doit se traiter d'emblée en amont comme une question centrale de l'économie politique, incluse dans celle de la soutenabilité. Et troisième point, et là je pense que je ne vais pas tellement être d'accord en fait avec Benoît de Serres, reconnaître que l'économie est politique, qu'elle n'aurait jamais dû cesser de le reconnaître, et que en fait, la frontière entre positif et normatif est beaucoup moins claire que ce que j'ai compris de ce que disait Benoît. Et ça me semble être une posture assez intéressante dans certains courants, tels que la théorie de la régulation ou ecological economics, que le chercheur ou l'enseignant a une posture normative d'emblée en sciences sociales. C'est pratiquement pas possible qu'il n'en ait pas, ne serait-ce que par le choix de ses sujets et de son axiomatique, mais que c'est pas un problème. Que le problème est de faire semblant qu'il n'en a pas, et c'est de faire passer pour une science neutre des choses qui, en fait, ne peuvent pas être totalement déshabillées de leur regard politique. Si je peux me permettre, est-ce que vous rejetez l'idée, parce qu'il y a eu un ouvrage récent coécrit par l'actuel directeur du CREST, dont le nom m'échappe, mais ça va me revenir, l'idée qu'il puisse y avoir des résultats scientifiquement... oui, alors je m'adressais donc... je me doutais bien de votre position là-dessus. J'ai la mienne par ailleurs. Au moins ça fait rire. Voilà, tout à fait. Non, mais voilà. Et donc, qu'il puisse exister de vérité, en tout cas empirique, validée scientifiquement, et qu'on ne puisse pas remettre en question, enfin, qu'il soit des résultats scientifiques établis dans la science économique. Mais je pense qu'il y a quand même un certain consensus scientifique sur le fait que établir une vérité, c'est, dans l'état des connaissances actuelles, quelque chose qui n'est pas contestable avec les connaissances dont on dispose. Tout à fait, qui n'est pas encore falsifié. Qui n'est pas encore falsifié, tout à fait. Jusqu'à preuve du contraire. Oui. Et donc, il me semble que même dans les sciences exactes, dans les sciences dites dures, aucun chercheur ne part de l'idée qu'une vérité est irréfutable. Parce que regardez, même actuellement, on est en train de se poser des questions sur l'antimatière, et au CERN, on est en train de faire des travaux sur l'antimatière qui potentiellement peuvent remettre en question ce qui, jusqu'à présent, a été considéré comme un acquis pour les sciences exactes. Alors, a fortiori, dans les sciences humaines, je pense que c'est encore beaucoup plus vrai, parce que le regard, tout chercheur est situé, et donc le point où je me situe va donner un certain éclairage sur une réalité qui ne va pas du tout être vécue de la même manière par quelqu'un d'autre situé ailleurs. Et donc l'idée, essayer de faire passer notre perception d'une réalité socio-politique ou économique comme étant la science, me semble éminemment discutable. Mais il y a beaucoup de courants de pensée, il y a beaucoup d'économistes, Dieu merci, qui sont d'accord avec cela. Et il y a beaucoup de courants de pensée en économie qui développent cela. Donc, je pense que... Est-ce que je termine avec le dernier point ou j'ai abusé du temps de parole ? Oui, non, mais voilà. Je pense qu'on a bien compris le débat. C'est vrai que la question était peut-être moins de s'interroger sur les aspects épistémologiques de l'économie, même si évidemment ça a des répercussions très concrètes sur la vie des gens. Je suis tout à fait d'accord avec ce point-là. Mais c'est peut-être aussi de se poser la question de savoir, et alors, notre enseignement, qu'est-ce qu'on en fait ? Et alors oui, qu'est-ce qu'il devient ? Comment est-ce que nos étudiants... Je peux terminer là-dessus. Donc, l'enseignement en économie tel qu'il est proposé, il pose problème à mes yeux, et cela, ce n'est pas du tout une attaque de personne, d'enseignants en spécifique, c'est plutôt sur la systémique de l'enseignement en économie, parce qu'il y a d'excellents cours d'économie dans nos facultés, évidemment. Mais il me semble que les questions évoquées ici ne sont d'ailleurs pas absentes de nos cours, mais le problème, c'est souvent qu'elles ne sont pas centrales. Et il me semble qu'à un moment où l'avenir de l'humanité peut être en danger, ne pas
placer ces questions au cœur de l'enseignement à l'université. Donc ces questions, c'est les questions, l'urgence écologique, l'urgence les écologique, ressources limitées, l'ampleur des inégalités, l'empreinte écologique. Le fait que l'ampleur des inégalités peut avoir, et donc une question éminemment économique peut avoir rejaillir sur l'existence même de la démocratie, la possibilité même de la démocratie, ça me semble des questions, à mes yeux, et de nouveau, voilà, moi je suis située, vous ne partagez pas nécessairement mes valeurs, mais compte tenu de mes valeurs, ça me semble être des questions tellement centrales que j'aimerais énormément que nos facultés, nos départements d'économie et toutes les universités considèrent qu'un étudiant ne peut pas quitter notre établissement sans avoir, de manière obligatoire et centrale, abordé ces questions dans ses cours, et si possible dans toute leur complexité, et donc non pas saucissonner avec un cours qui va s'inquiéter de l'écologie, un cours des inégalités et un cours de la démocratie, sans montrer à quel point ces questions sont éminemment intriquées entre elles. Alors, dans sa majeure partie, le discours économique est présenté comme politiquement ou axiologiquement neutre, et moi ça me semble une priorité, c'est de reconnaître que le discours économique est de facto une composante normative, et le reconnaître non pas comme une critique, mais comme l'impossibilité de faire autrement, et donc développer la capacité critique des étudiants de se positionner par rapport à l'enseignement que donne tel ou tel professeur, à tel ou tel regard différent. Donc l'importance du pluralisme en économie. Ce qui rejoint un petit peu, je pense, le point de vue, en tout cas, de Rethinking Economics. En dernier lieu, peut-être le fait que un problème plus méthodologique ou pédagogique, il me semble que notre enseignement est encore assez largement imprégné, mais c'était déjà évoqué dans ce que vous disiez. Vous disiez des valeurs d'un paradigme qu'il s'agira de dépasser, c'est-à-dire de valeurs de compétition, de performance, d'individualisme, alors il semble que la transition requiert au contraire de mettre à l'avant-scène des valeurs de respect, de partage, de solidarité. Et de collaboration aussi, ce qui posera, j'espère qu'on aura le temps de l'aborder aussi, non seulement la question des contenus, mais aussi de la manière dont on enseigne. Parce que si on veut développer chez nos étudiants des compétences de collaboration, d'écoute, il faut aussi repenser la manière dont on enseigne. Mais bon, ça, ce qui se fait déjà dans un certain nombre de cours, mais pose un problème de moyens. J'ai un collègue, par exemple, qui donne un cours de microéconomie à 1000 étudiants, qui aimerait développer des méthodes de collaboration, d'expérimentation, de discussion. Mais comment fait-on quand on a juste 4 étudiants pour 1000 étudiants? Comment fait-on pour ne serait-ce qu'évaluer les étudiants? Peut-être que les technologies 2.0 peuvent aider là-dessus. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra débattre. Merci beaucoup. Aline. Oui. Bon, je vais en rajouter des couches par-dessus. Oui. Donc moi, je ne vais pas parler d'économie, parce que je n'ai pas étudié l'économie, j'ai étudié la gestion à HEC à Paris. Merci, justement. Parce qu'on a aussi envie d'écouter un peu d'éléments là-dessus. Alors, le fait est que moi, je vais parler des défis qui nous attendent du point de vue du système financier, qui est la partie de notre système que je connais bien, pour y avoir travaillé pendant 10 ans, pour avoir fait donc ces études de gestion à HEC à Paris. Mais ce qui est quand même amusant, enfin en tout cas ça m'a amusé a posteriori, c'est que malgré ces 15 années-là, c'est seulement en rejoignant des groupes militants qui s'interrogeaient sur la crise financière, ses origines, le coût à payer pour la population, l'endettement public, c'est seulement à la rencontre de ces personnes-là que j'ai vraiment commencé à comprendre ce que c'était que le système dans lequel on vit, le système capitaliste, le système financier qui s'est développé sur son dos, et comment il fonctionne et ce qu'il représente. Je trouve que c'est quand même assez révélateur. Alors peut-être que j'étais complètement à l'ouest pendant mes études, peut-être que j'ai pas... Non, mais je crois pas en fait. Je crois que les études de gestion et la façon dont on travaille à l'intérieur des grandes entreprises, notamment du secteur financier, mais pas seulement, nous font passer à côté de questions fondamentales comme le sens,
Quel est l'objet? C'est quoi l'objectif d'une banque? C'est quoi le sens de cette activité pour la société? C'est des questions qui ne sont pas posées. En tout cas, à HEC, ce n'est pas une question qui était posée à l'époque. À l'intérieur de la banque, ce n'était pas une question qui était posée. Elle était posée éventuellement quand il y avait une contestation forte, ce qui était relativement rare, ou une pression réglementaire et politique, ce qui était encore plus rare. Voilà, donc ça en guise de mon introduction. Maintenant, pour ce qui est des défis auxquels on fait face aujourd'hui, moi, clairement, il y a des défis climatiques et tout ce que ça induit en termes de déplacement de population, de stress infini sur la production alimentaire, sur l'accessibilité de l'eau, la fin des réserves pétrolières aussi, alors qu'on a tout un système de production et de croissance qui est basé sur le pétrole quand même. Le fait également que le travail soit tellement... je ne sais pas quel mot utiliser parfois en regardant les conditions de travail dans lesquelles se trouvent la plupart des gens aujourd'hui à l'intérieur de grosses entreprises ou au service de grosses entreprises. Le sens du travail, les conditions de travail, les conditions de revenus qui font que de plus en plus, pour pouvoir prendre le relais de la croissance, c'est plus sur le salaire ou sur des allocations ou les deux qu'on a recours, mais c'est au crédit qu'on a recours, ce qui fait qu'on est dans une situation aujourd'hui d'endettement public à cause de la crise financière, mais pas seulement, et d'endettement privé à cause de cette mutation progressive, sans précédent. Et on le sait, un endettement public et privé de cette taille, un jour ou l'autre, la dette, si on demande à ce qu'elle soit payée, un jour ou l'autre, ça ne suivra pas et crise il y aura. Ajouter à tout cela, effectivement, la dérive autoritaire que mentionnait Philippe, et je pense que c'est très important de l'avoir en tête, parce que pour faire accepter, faire rentrer dans les cases tous ces crises qui sont déjà en cours, ce n'est pas une crise future, tout est déjà commencé, il faut, en tout cas c'est ça qui se déploie et c'est ça qu'on voit se déployer aujourd'hui, une autorité étatique et une réponse forte pour tenir une société dans des conditions pareilles. Il y a un rapport qui est sorti ce matin d'Amnesty International, d'ailleurs, qui montre qu'un peu partout dans le monde, les droits humains régressent. Alors, heureusement, il y a le côté positif de ce rapport qui dit que les droits humains régressent, il y a de plus en plus de répression, mais il y a aussi de plus en plus de contestation. Donc c'est là que ça commence à être intéressant. Et la réponse, c'est quoi? C'est l'empowerment, alors? En partie? Pour que moi, les gens se réapproprient ces questions-là, qu'ils soient plus ouverts, plus conscients, plus éveillés. Et concevoir qu'on est dans un monde où on a été vers un excès de délégation d'absolument tout, ce qui fait qu'on n'est plus capable, ou en tout cas on s'est rendu incapable de se saisir des questions, de les penser, d'imaginer un futur aussi, parce que c'est vrai que toutes les dystopies qu'on a en face... ça fait peur, mais des fois c'est tentant. On peut aussi leur opposer des utopies heureuses, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de scénarios dystopiques. Bon, c'est vrai alors, que l'environnement n'encourage pas l'utopie, mais on peut aussi... J'aime bien penser l'utopie, mais je pense qu'il faut aussi penser le côté antagoniste, confrontationnel, auquel on ne va pas échapper. Parce qu'il y a une chose que je voudrais ajouter également à ça, c'est que ce qui est remarquable dans le système dans lequel on vit, et notamment le système financier, mais bon, tous les secteurs sont finalement concernés, c'est l'agilité dont se vantent les grandes entreprises notamment, mais c'est l'agilité, la capacité du système à se renouveler perpétuellement et à faire de toute crise une opportunité. Il y a un secteur, par exemple, qui se porte extrêmement bien en ce moment, c'est le secteur de la sécurité. Sécurité aux frontières, les murs qu'on érige, les drones pour surveiller la population, etc. etc. Donc il y a quand même une capacité à se transformer qui est assez qui est importante à considérer. Du point de vue du système financier, il y a encore 2-3 choses que je voudrais dire. C'est que avec les mécaniques d'accumulation et d'accumulation inégalitaire, on en est arrivé à un système financier, en tout cas un amas de capital qui tourne sur dans le système financier qui est beaucoup trop grand. Et cette masse d'argent a une capacité de transformation du monde dans lequel on vit qui est assez sidérante.
Aujourd'hui, cette masse d'argent cherche des débouchés et va transformer tout et n'importe quoi en un potentiel actif financier échangeable sur les marchés pour satisfaire ses besoins d'investissement et de rentabilité. Donc ça exerce une pression sur la terre, ça exerce une pression sur l'eau, ça exerce une pression sur le travail, ça exerce des pressions sur tout un tas de choses, sur l'enseignement aussi, l'université, la financiarisation de l'éducation et de l'université, c'est quand même un mouvement qui est bien avancé. Mais si je puis me permettre, pour essayer de, comme l'heure tourne, si on veut se prémunir contre ça, est-ce que des solutions existent? Parce qu'il y a des champs qui commencent à émerger, notamment les notions de management soutenable, de finance soutenable. Oui. C'est un oxymoron ou ça peut exister vraiment? Et si ça existe, comment est-ce que ça s'enseigne? Moi, je pense qu'il y a des choses qui doivent être pensées à l'université, des grandes questions qui doivent être pensées à l'université, parce qu'elles ne sont pas pensées ailleurs, malheureusement, ou en tout cas très peu. Ou tant mieux, peut-être. C'est la question d'un terme qu'on appelle les stranded assets. Stranded assets, c'est ces actifs, financiers ou pas d'ailleurs, des actifs qui vont irrémédiablement perdre de leur valeur, la totalité ou partie de leur valeur. Parce qu'on va arrêter le pétrole, et donc tout ce qui est lié au pétrole va perdre de sa valeur, parce qu'on arrêtera peut-être un jour de déforester à cette vitesse-là, et donc les terres qui ont été acquises et qui ne deviendront pas des exploitations de soja, par exemple, vont perdre de leur valeur. Et le fait est que tous ces actifs sont dans le système financier, à l'intérieur des banques, des sociétés d'assurance, des fonds de pension, etc., etc. Et c'est des actifs dans lesquels nous sommes mouillés, qu'on le veuille ou non. Le jour où ils perdront de leur valeur, la grande question, c'est qui va payer la facture, qui va perdre de l'argent, qui va voir ses actifs dévalorisés. Est-ce qu'on va faire comme en 2008, sauf que ça risque d'être d'une ampleur plus costaud? Est-ce qu'on va faire comme en 2008, faire porter l'intégralité du coût à l'ensemble des personnes qui ne sont absolument pas responsables du problème, c'est-à-dire les 99% de la population? Ou bien est-ce qu'on pensera une solution politique pour répondre à ce problème? Et je pense que c'est une question qui a vraiment sa place à l'université. Donc c'est vous qui devez définir la réponse, hein, vous avez bien compris, on attend que vous trouviez des réponses. Je pense que ça revient à la question du sens, ça revient à la question de la fonction économique du secteur financier, et c'est une question en tout cas qui n'est pas suffisamment abordée, pas suffisamment... ne serait-ce aussi que parce que les cours de finance sont effectivement séparés des cours d'économie générale, et il y a effectivement une dichotomie entre... la monnaie et puis l'économie réelle, même si on a des cours d'économie financière, mais ok. Mathieu, très rapidement, peut-être pour rebondir, et puis j'aimerais juste que Benoît aussi réponde un tout petit peu quand même à ce qui a été dit, même si, je voudrais aussi laisser un peu le public poser quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? Mais comme ça, je sais. Vas-y, Mathieu. Alors, moi, je vais encore parler d'enseignement d'économie. Oui. Et le constat que je vais essayer de poser, c'est un constat qui est posé de manière internationale. Raffinking économique, c'est un réseau qui existe sur tous les continents, il me semble. Et donc, c'est pas uniquement en Belgique, c'est pas uniquement à Namur ou à Louvain-la-Neuve où moi je travaille, mais c'est vraiment quelque chose qui est uniforme, ou en tout cas qui se retrouve dans énormément de facultés. Pourquoi? Parce qu'il y a, comme Madame Cassiès l'a dit, une certaine structuration dans l'enseignement, dans la profession de l'économie à l'université. Il y a une sociologie particulière qui reproduit assez fort elle-même, en fait, qui se reproduit elle-même. Le constat que je vais essayer de faire se base sur 3 observations. Premièrement, les cours d'économie que vous allez avoir à l'université, ou que vous avez à l'université, sont essentiellement basés sur un apprentissage, un enseignement d'une certaine manière de formaliser un discours théorique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vous enseigner des concepts, on va vous enseigner des hypothèses, et on va vous donner une certaine méthodologie qui va vous permettre d'articuler ces concepts et ces hypothèses. Mais il y a d'autres manières, d'autres hypothèses, d'autres méthodologies argumentatives qui existent pour traiter des sujets économiques. Et ça, ces autres méthodologies ne sont pas enseignées à l'université, ou très peu. Et ça, c'est le deuxième constat que je vais poser, c'est le fait qu'il y a très peu de pluralisme dans l'enseignement théorique. Il y a aussi assez peu de regard critique sur la méthodologie qu'on va appeler peut-être néoclassique ici pour faire simple. On vous enseigne assez peu les critiques qui peuvent être faites sur justement ces concepts et ces hypothèses. Et troisièmement, et ça c'est je pense le point qui est le plus essentiel à comprendre,
ou qui est en tout cas le plus central dans le constat que j'essaye de poser sur l'économie, ou en tout cas que le constat qu'on pose à Rethinking Economics, c'est le fait que, qu'importe les théories qu'on va vous enseigner, il y a un gros trou dans votre enseignement à l'université, c'est que vous n'abordez pas l'économie du point de vue des phénomènes. On va vous enseigner des théories, mais vous n'allez pas appréhender des phénomènes. D'un point de vue scientifique, ça peut poser problème, parce qu'on pourrait se dire, a priori, très bien, on a tous une compréhension de l'économie, on est tous des acteurs économiques, on a vu nos parents travailler, on va au magasin régulièrement, mais l'économie doit, si vous voulez le faire d'un point de vue scientifique, vous devez pouvoir faire un pas de recul par rapport à votre propre perception, représentation de ce qu'est le monde économique, et l'aborder dans sa matérialité, dans sa réalité, en dehors, en tout cas autant que faire se peut, en dehors de schémas, de grilles d'analyse théoriques. Kant avait cette manière de s'exprimer, il faut pouvoir appréhender l'objet de son étude en dehors de la logique avant de pouvoir tenir un discours logique sur l'objet de son étude. Pour prendre des exemples concrets, vous allez avoir très peu de cours d'histoire économique à l'université. En tant qu'économiste, moi je n'ai pas reçu de cours qui touchent aux institutions qui structurent la vie économique. Par exemple, eh bien, si je n'avais pas lu sur le côté, savoir comment est-ce que le FMI ou une banque centrale fonctionne, ça aurait été inaccessible pour moi, parce que l'université ne vous donne pas ceci. Donc ça, je pense que pour moi, ça c'est vraiment ce point-là, si on veut vraiment améliorer l'enseignement de l'économie, en plus d'apporter du pluralisme, en plus d'apporter un regard critique sur la théorie, il faut pouvoir fournir aux étudiants des outils qui leur permettront de se représenter l'économie de la manière la plus réaliste possible. Et ces Donc outils-là, un cours d'histoire des faits, d'histoire de la pensée, un cours d'épistémologie. Oui. Mais peut-être des stages aussi, une approche qualitative, une approche aussi institutionnelle des phénomènes économiques. Tout ça, c'est très important. Et finalement, j'aimerais dire, et après je rendrai la parole, on a parlé beaucoup ici de comment on pourrait changer, ou en tout cas, il y a certaines personnes qui ont abordé comment est-ce qu'on pourrait modifier l'enseignement afin de pouvoir accompagner la transition qu'on prétend voir arriver. Moi, je pense que si on veut penser ça correctement, il faut arrêter de penser l'université comme étant indépendante du reste de la société, et plus précisément indépendante du système productif. S'il existe des universités à l'heure actuelle, c'est que ces universités servent ou répondent à une certaine fonction, répondent à un certain besoin. Dans les enseignements, ça veut dire quoi concrètement ? Bien, concrètement, dans les enseignements, c'est que ce qu'on va pouvoir faire au sein de ces enseignements va être contraint par la fonction de l'université, par la fonction que l'université a au sein du système productif. On ne va pas pouvoir enseigner à l'université des choses qui n'ont pas de valeur en dehors, ou qui n'ont pas une certaine utilité en dehors de l'université. Je veux dire par là, si il nous faudrait, par exemple, on va prendre le cas de la gestion, par exemple, eh bien, il est possible que des gestionnaires, lorsqu'on veut enseigner aux gestionnaires des choses plus durables ou quoi, ça va se représenter dans des cours d'éthique. Mais rarement, vous allez avoir des cours de critique de la finance, dans des cours de gestion, par exemple. Donc, on va aborder la question de la transition ou de la question, on veut des bons gestionnaires qui soient responsables sur la question morale ou éthique, mais pas tellement sur une approche plus fonctionnelle. Quelle est la fonction de la finance ? Comment la finance fonctionne-t-elle ? Quels sont les dégâts de la finance ? Est-ce qu'on a des attaques sur le taux de change dans un pays qui importe énormément de nourriture ? Quelles sont les conséquences matérielles sur les individus ? Ce genre de choses ne sont pas enseignées sur l'université, et je ne pense pas qu'elles le seront jamais. Pourquoi ? Bien parce que l'université, elle doit fournir des gens, des travailleurs qui vont aller travailler dans des endroits. Ou aussi, l'université survit grâce à des fonds privés. Si vous allez même dans des facs d'éco ou dans des facs d'ingénierie, vous avez des grosses boîtes qui viennent financer des doctorats, de la recherche. Évidemment, l'université est dépendante de ces financements-là, et donc je pense que on ne mord pas la main qui nourrit, quoi. Plus simple, comme il a été déjà dit, les enseignements sont très cloisonnés et peut-être tout simplement ne sont pas pensés de telle sorte à faire ces liens, plus que... Oui, mais le point que j'essaie de faire, c'est qu'on ne peut pas penser l'institution universitaire en dehors du système productif. On ne peut pas dire, OK, l'université, c'est quelque chose auquel on pourrait tout changer. L'universitaire est un système qui a une fonction au sein d'un appareil, un système social, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Ok, merci beaucoup Mathieu. Je veux juste demander, peut-être si tu veux Benoît, tu voulais réagir peut-être à ce qui a été dit, mais j'aimerais aussi quand même, peut-être puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, et que l'idée c'était quand même d'essayer d'avoir quelques idées, quelques pistes, si vous deviez avoir 1 à 2 pistes d'orientation pour répondre à la question comment on fait dans nos enseignements
pour préparer au mieux nos étudiants aux défis que vous avez identifiés, que cela serait-il, selon vous? Voilà. Est-ce que tu veux... Donc, rapidement, pour réagir sur quelque chose qui ont été dites, hein. Oui. Donc, je différencierais ce que c'est que la théorie économique, la recherche en économie, de ce qui en est enseigné et de la manière dont ça peut être utilisé par certains ou compris par certains. Ouais. Et je comprends tout à fait la colère de M. Lambert par rapport à certains discours qui peuvent être tenus basés sur une soi-disant science économique. Typiquement, quand on écoute par exemple aux États-Unis les discours de certains politiciens républicains, pour ne pas les citer. Bon. Ok, mais toujours est-il que certains résultats de la science économique sont très très utilisés en dehors de leur champ naturel où ils devraient être employés. Et effectivement, il y a des gens qui essaient d'exploiter à leur propre profit ces résultats. Par exemple, le premier théorème de l'économie du bien-être dit que sous des hypothèses très fortes, le marché libre va amener à une allocation efficace. Est-ce que ça veut... Sous les hypothèses, c'est un résultat... oui, ça c'est un résultat qui tient. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça doit être exploité? Est-ce que ça veut dire que le marché doit être libre? Pas spécialement. Ça dépend si on veut un résultat efficace ou pas. Est-ce que ça veut dire que les hypothèses tiennent? Bien souvent, non. Bien souvent, les hypothèses ne tiennent pas. Est-ce que la théorie économique n'a rien à dire quand les hypothèses ne tiennent pas? Non plus. Parce que ces critiques qui sont tout à fait valables, notamment pour certains, disons, j'aime bien cette idée de couche de base, parce que je pense que c'est vrai, beaucoup de ce que les étudiants vont recevoir de ce qu'est la théorie économique est très 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 basique et basé sur juste quelques aperçus, et ils vont retenir que ça, mais la théorie économique, entre-temps, a beaucoup plus à dire sur, bah oui, qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup, certaines hypothèses ne tiennent pas. Ah tiens, si tout d'un coup il y a des externalités, ah oui, alors il faut intervenir sur un marché. Ah tiens, si... Donc la première chose que je veux dire, c'est effectivement, la théorie économique dit plus que ce qui en est enseigné. Et il faut sans doute faire très attention à la manière dont on l'enseigne, parce qu'on risque de ne présenter qu'une partie et qui reste d'être utilisée à côté de ça. Il y a eu la question de savoir, tiens, est-ce que ce que j'appelle la partie positive de l'économie, selon moi, en fait, voilà, le point que je veux faire, c'est que selon moi, il est possible de dire des choses intéressantes de manière neutre, c'est-à-dire sans faire de jugement de valeur. Par exemple, est-ce que la science économique peut expliquer certains aspects du réel sans être orientée politiquement? Je pense que oui. Prenons par exemple le cas du changement climatique. Tous les étudiants, je pense, auront en sciences économie été confrontés à ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Hein. Donc il y a un jeu en théorie des jeux qui explique que des individus peuvent parfois avoir des incitants individuels qui les amènent à prendre des décisions qui vont contre l'intérêt général. Et je pense que cet exemple s'applique notamment sur la question de l'écologie. Hein. On peut penser à tous les pays du monde qui seraient d'accord de dire « Ah, on serait tous mieux si on ne polluait pas », mais individuellement se disent « Ah, mais si les autres ne polluent pas, est-ce que je polluerais quand même pas moi-même ?» Eh bien, cet aspect-là décrit une partie du problème auquel on est confronté dans le changement climatique, et je pense que c'est quelque chose qui doit être enseigné. Ce que tu veux dire, c'est que l'économie peut aussi apporter des éclairages, des instruments d'aide à compréhension de phénomènes, même si les hypothèses ne sont pas forcément vérifiées. Mais ceci étant, ça ne peut pas être le seul outil. Je dis certainement pas que ça doit être le seul outil. Hein. Je dis pas que non, tout à fait, mais on peut peut-être s'en sortir là-dessus et essayer de basculer sur l'autre question, si tu es d'accord, voilà, pour avancer et essayer de rebasculer sur cette question. Si vous aviez une ou deux mesures, quelles seraient-elles? Moi, je vais essayer de réagir en même temps à tout ce qui a été dit, parce qu'il y a beaucoup de choses et c'est un peu compliqué. Donc, moi, ce que je ressens quand même de manière assez intensive, pour avoir été très, très les mains dans le cambouis, un peu comme Aline quand tu dis que c'est en allant dans la finance que tu t'es rendu compte de comment ça marchait vraiment. Moi, la vraie question que j'ai, c'est la question de l'impact. Au-delà du sens, l'impact de tout ça. Et pour moi, dans un monde complexe, devenu tellement complexe, où tout change tellement vite, entre les fake news, les machines, etc., j'ai l'impression que le débat, il n'est plus tellement de savoir ce que vous allez apprendre à l'école, et ce que vous allez prendre de la théorie, mais plutôt de concrètement, comment vous allez apprendre de manière déjà opérationnelle au quotidien dans votre vie. À la Silicon Valley, on appelle ça le do it, fix it. C'est le syndrome dans lequel on commence un truc, on le produit, on le publish, on répare, et puis on se plante tout le temps, et c'est fail fast.
C'est le langage des startups, ça je pense que vous connaissez un petit peu. Quand vous faites des startups, vous avez normalement un taux de chute de 99% qui plante, une qui réussit. Là, l'idée, c'est que tout le monde doit se planter, mais aller encore plus vite dans la réparation. Donc c'est vraiment cette méthodologie accélérée que nous, on essaie de mettre en place avec les crapauds. Et par rapport à tout ça, ce que je voulais dire, c'est que la théorie financière, tout ça, me semble aujourd'hui largement dépassée par ce qui se passe. Regardez Uber. Ça vaut 75 milliards de dollars en même pas 5 ans. Ça vaut plus que pas mal l'EBITDA est négatif. Donc c'est des trucs qui défient toute forme de rentabilité ou de calcul économique. De la même manière, Wikipédia, il y a 0 rentabilité. Il y a 100 salariés à tout casser. Ça crée une valeur qu'on ne peut même pas estimer. Donc il y a plein de choses qui échappent à ce modèle-là parce que c'est fondé sur ce que Marcel Mauss appelait l'économie du don. Donc je n'ai pas le temps d'entrer dans l'économie d'utilité, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer. Donc moi, par rapport à ça, c'est vraiment, je vous encourage, à faire vraiment du do it, fix it et aller travailler directement dans la cité. Nous, c'est ce qu'on fait à Marseille, c'est ce qu'on fait avec la Cato à Lille, 30 000 étudiants. On les envoie tous sur le terrain et les projets, on les fait en balles réelles. Et moi, je sais, quand ça fait maintenant 10 ans que je donne des cours là-bas, chaque année, j'en prends 50 par an et on les met dans des projets à balles réelles. Les gamins, ils partent directement d'Afrique, ils font des projets et on regarde l'impact sur ce qu'ils font. Et c'est do it, fix it en permanence. Allô, tu peux m'aider, je suis emmerdé, j'ai pas l'argent pour revenir. Bon, on fait comment? Voilà. Deuxième point sur lequel ça vous tente Non, mais je veux dire, les pauvres, vous l'avez dit, toutes ces questions de pauvreté, d'immigrés, de ces questions difficiles qu'on a, elles sont sous votre nez, elles sont à la porte. Nous, on les a sur le périphérique à Paris. Donc on ne peut plus faire semblant. Mais on les a ici aussi au Parc Maximilien. Donc nous, on travaille directement avec des projets dans lesquels on met, je prends des gens dans le 9.5 et le 9.3 et je les mets directement en situation de... Deuxième chose que je dirais, c'est vraiment... On n'est plus dans un monde aseptisé. Et là, Mathieu, on rejoint ton idée de dire les étudiants, ils sont directement en confrontation avec les problèmes du réel. Enfin, nous, si vous voulez, on peut en parler. Hein. J'ai des tonnes d'exemples où on est vraiment à balles réelles avec le truc. Et on a touché déjà plus de 100 000 personnes avec ces projets, avec des étudiants qui sortent d'école. Deuxième truc, c'est vraiment la place de la science. C'est un débat qu'on a eu avec Cédric Villani et avec l'Académie des sciences du Pape au Vatican. Et donc, c'est le Premier ministre, le conseiller du Premier ministre, Sir Peter Gluckman, qui a écrit des très beaux textes sur la question de la place de la science par rapport à la politique. Et en gros, pour le faire court, il dit, face à un monde où il y a des fakes, où on n'a même plus le temps de vérifier, où la moitié des articles dans Nature et dans les articles scientifiques sont faux, parce que les gens doivent aller trop vite pour avoir de l'impact, on sait que c'est des données branlantes, des protocoles défaillants. Tout ça, on le sait aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on fait pour influencer une politique alors qu'on n'a même pas le temps de vérifier les sources et que si on ne va pas plus vite, de toute façon, il y a tellement de fakes. On a recensé que Trump, en un an, a sorti 140 énormes fakes, plus gros que lui, alors que Obama, dans sa vie, n'en a fait que 2. Donc, vous voyez le ratio de la vitesse à laquelle il faut réagir. Donc, il disait, c'est plus possible de jouer ce rôle-là, on ne peut plus vérifier. Et donc, il disait, qu'est-ce qu'on fait? Lui, il disait, la science doit prendre un rôle différent, pas de l'advocacy. Donc pas se porter partie prenante d'un débat, mais éclairer le débat en disant voilà où il y a consensus et voilà où il y a débat. Et là où il y a débat, voilà pourquoi les gens ne sont pas d'accord. Prends le cas du vaccin, en France, ça a été un gros débat. Voilà ce que les gens disent sur lequel ils sont d'accord et voilà ce sur quoi ils ne sont pas d'accord et voilà pourquoi ils disent ça. Et après, les gens décident. Et c'est pareil pour l'IA et les algorithmes. On ne pourra jamais savoir exactement ce qu'il y a dans chacun des algorithmes. On sait qu'il y en a quelques-uns qui sont biaisés, comme ceux d'Amazon. Ça, tout le monde le sait. Donc il ne faut pas dire voilà la bonne réponse, mais dire voilà pourquoi le résultat fait que les Noirs n'ont pas accès à certains services d'Amazon, par exemple. Voilà. C'est le genre de trucs, j'ai plein d'exemples comme ça. C'est le rôle du scientifique aujourd'hui me semble être d'éclairer le débat et non pas de se mettre en position de dire pour ou contre telle ou telle chose. Et troisième chose que je pense très importante, l'empowerment. Dans tout ce que vous avez dit, il me semble que le monde est tellement complexe, avec tellement d'informations accessibles partout. Je ne parle même pas de Facebook, Instagram et toutes ces merdes où vous mettez des oreilles sur les chats, etc. Je parle vraiment de la façon dont vous vous informez aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous avez une bonne image, que vous vous sentez intelligent, valorisé, etc. Et bien, ce qui marche pour vous, ça marche aussi pour les autres. Ça veut dire que si vous voulez aider les gens qui sont dans la pauvreté, ou qui sont dans une situation d'exclusion, ou de handicap, ou quel que soit le problème qu'il a, je pense qu'il ne faut pas leur apporter la solution. Il faut les aider à aller chercher eux-mêmes ce qui va les aider à grandir. Et ça, pour moi, c'est très important. Aujourd'hui, les ONG se sont beaucoup plantées dans les pays du Sud, parce qu'elles sont venues avec leurs solutions tout de suite, et après, donc, quand ils partaient, ça s'arrêtait. Donc je pense qu'aujourd'hui, si vous prenez les 40 ou 50% de gens qui sont aujourd'hui, en tout cas en France, c'est les ratios qu'on a, hein, en France, on a à peu près 50% de gens qui considèrent que tout ça leur échappe et qui ne sont pas concernés par la politique. Et 80% des gens pensent que les entreprises sont encore plus pourries. Ça veut dire qu'il ne reste plus qu'un petit volant de 20% de gens qui considèrent que les institutions les servent. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut absolument aller chercher les gens qui sont en ce moment en train de partir dans les extrêmes pour leur donner les possibilités d'étudier eux-mêmes et de faire leur choix.
Et c'est ça la posture du crapaud fou pour moi, c'est pas de vous dire ce que vous devez faire, mais c'est de vous donner des éléments pour que vous puissiez vous-même aller chercher ce qui vous intéresse. Créer ses propres solutions. C'est au-delà des outils, c'est le déclic. Alors pour nous, il n'y a que 3 choses très simples. Il y a 1, se rendre compte qu'il y a une urgence. 2, accepter la diversité. Donc on travaille beaucoup avec des handicapés, des gens différents, etc. Je peux vous donner plein d'exemples. Bien sûr, la diversité de couleurs, LGTB, tout ce que vous voulez, mais au-delà de ça, tout ce qui fait que vous êtes différent. Vous êtes légèrement trop doué quelque part ou légèrement déficient là, vous êtes différent, vous n'êtes pas anormal, vous êtes hors norme, vous êtes atypique. Mais c'est la magie. Atypique, c'est pas anormal. Chez nous. Voilà. Et donc simplement là-dessus, je pense que c'est vraiment le message à faire passer, c'est qu'aujourd'hui tout le monde peut être acteur de ce monde qui arrive, mais il faut trouver les personnes qui peuvent vous aider à aller faire le premier pas de côté, pour aller chercher la personne qui vous mettra sur le rail. Voilà. Et donc le rôle de l'université, c'est de permettre cette diversité-là. Je pense que l'université a justement un rôle. Nous, on a une 40aine d'universités en France qui sont des universités libres. En France, à Paris, il y a les Grands Voisins, l'université du Nou, l'université et tout ça. Moi, j'en accompagne une 40aine actuellement. Et c'est vraiment des projets dans lesquels c'est des étudiants qui vont en ville chercher les problèmes et qui vont venir chercher des solutions. Et nous, en fait, on n'a même pas de profs. On met les étudiants en face des populations et on les aide à chercher comment les personnes peuvent trouver d'eux-mêmes les solutions. C'est le CRI dont je t'ai parlé à Paris avec François Tadei, etc. Puis la Cato à Lille maintenant, etc. Merci beaucoup. Annick, on va peut-être te garder pour la fin. Excuse-moi. Alors, la question, c'est 1 ou 2 mesures. Oui. Je dirais la première, c'est supprimer, enfin, que le cours de base d'économie ne soit plus la religion néoclassique. Je veux dire, aussi longtemps qu'on présente ça comme la référence sur laquelle d'autres choses peuvent éventuellement se greffer, on présente ça comme la vérité, ou en tout cas un socle qui décrit juste le réel, et puis le reste, c'est des interprétations. Non, en fait, le problème, c'est que c'est une religion. Et donc, aussi longtemps que c'est ça la base de l'enseignement, on va se tromper. Donc là, je pense qu'il faut faire du cours de base d'économie, rappeler d'abord les finalités de l'économie, c'est quand même le développement humain, et par l'inverse, et le fait que l'économie opère, et c'est ma deuxième recommandation, c'est... Comment est-ce que je dirais la théorie, enfin la science économique a pour paradigme pour moi la maximisation. Et là, je parle du point de vue de l'ingénieur. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait de l'optimisation sous contrainte. Et en fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. L'économie doit être au service de la société et doit opérer dans un cadre qui lui est fixé par les lois de la nature, dont elle ne peut pas s'affranchir par le paramètre progrès technologique qu'on rajoute dans l'équation. Le paramètre progrès technologique ne vous affranchit pas des lois de la thermodynamique. Et donc, ma deuxième recommandation, c'est d'obliger tout étudiant en économie ou en gestion de suivre un cours de thermodynamique. L'énergie étant au cœur de l'économie, ça se justifie, ce n'est pas un cours optionnel, c'est comprendre les contraintes dures qui sont posées par le monde réel dans lequel nous vivons. Peut-être une matière un tout petit peu plus souple, ce serait peut-être un éveil à l'écologie. Non, la thermodynamique, d'accord. Okay. Non, très bien. Dire que la nature c'est beau et que c'est formidable, non. Lorsque vous étudiez la thermodynamique, lorsque vous étudiez la thermodynamique, vous comprenez les contraintes, la contrainte dure. Et c'est sûr que ce n'est pas agréable. Oui, mais donc l'entropie fait partie de la thermodynamique. Tout à fait. C'est le concept central de la thermodynamique. Les ingénieurs de gestion, ils sont sensibilisés, je pense, peut-être pas tous. Mais oui, voilà. mais le problème, c'est que ça n'est pas fait. Ça n'est pas fait. Et donc, on croit que les lois de la nature, ça n'existe pas. Et je vous rappelle qu'on pourrait avoir une économie sans être humain. Vous donnez un pouvoir d'achat aux robots, vous avez une économie. Et vous pouvez éliminer l'humanité. Mais vous aurez de la croissance. Nos problèmes. Donc c'est pour vous montrer le non-sens qu'est devenu aujourd'hui, non pas l'économie, et là je voudrais juste répondre à ce que vous avez dit, bien sûr que la science économique peut apporter un éclairage ultra important à la société, y compris aux décideurs politiques, évidemment. Mais pour ça, il faut que ce soit une science économique. Et j'entends beaucoup plus, je suis désolé de le dire, de la science, c'est-à-dire une tentative d'interpréter le réel et donc d'en tirer des enseignements pour guider notre comportement dans ce réel, que dans ce que vous dites, je suis désolé, de dire, oui, bien sûr, toute théorie, moyennant des hypothèses très fortes, peut dire quelque chose de quelque chose. Mais si les hypothèses sont telles que ce quelque chose n'a rien à voir avec le réel, j'appelle ça de la branlette intellectuelle et ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, ça peut amuser des gens, mais je ne suis pas sûr que j'ai envie, comme contribuable, de payer des gens à faire ce genre de choses, c'est tout. Bon, merci beaucoup.
Isabelle Kersirs, une mesure, peut-être parce qu'il est déjà l'heure, on va déborder un tout petit peu, mais je voudrais au moins que chacun puisse au moins donner son Mais idée. il me semble que, puisqu'on parle d'enseignement en économie, il faudrait introduire dans les programmes, et ça peut être fait tout de suite, mais il faudrait trouver un consensus là-dessus, un pluralisme épistémologique pour que l'étudiant en économie réalise qu'il y a plusieurs approches, plusieurs manières de voir les mêmes faits. En ce sens, vous rejoignez Rethinking Economics. Mais je ne suis pas aussi négative que Mathieu Souvenir, parce que, en fait, quand j'ai commencé l'économie, ça existait. Je pense qu'un système... Mais moi aussi, je vous rassure, j'ai suivi un cours d'épistémo, un cours d'histoire des faits, un cours de la pensée. Donc, voilà. Et il me semble que ça peut être une mission ça peut être une mission d'université, malgré le système dans lequel elle s'insère, d'ouvrir l'esprit. Et je pense que l'époque est porteuse, puisque la société elle-même va être en demande de personnes qui comprennent les enjeux. Et comprendre ces enjeux, ça suppose une ouverture épistémologique et un maximum d'interdisciplinarité. J'ajouterai très vite 2 autres toutes petites mesures. Une qui pourrait être la version 12 de la thermodynamique, mais c'est d'essayer que la question écologique soit au programme. La thermodynamique pour les nuls de tout étudiant universitaire. La question écologique est vue à travers différents prismes disciplinaires, dont la thermodynamique, mais peut-être aussi de mélanger les aspects physiques, les aspects sociologiques, etc. Et la troisième optique rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. La troisième mesure, c'est de réformer la pédagogie pour une responsabilisation de l'étudiant citoyen. Empowerment. Étudiant au centre. Oui, c'est-à-dire aussi de faire Acteur. confiance dans le fait que c'est les étudiants d'aujourd'hui qui vont apporter les solutions de demain et qu'ils n'ont pas à redébiter un savoir que les générations précédentes leur donnent, parce que l'avenir est infiniment ouvert et incertain et a besoin de totale nouveauté. Merci beaucoup. Aline ? Oui, moi, partant du principe que j'estime que 90% à peu près des activités financières n'ont absolument au mieux aucune utilité, au pire sont dangereuses, dommageables pour la société, l'économie, enfin tout ce que vous voulez, l'humanité, les animaux, l'air, enfin voilà. Il y a probablement une partie de l'enseignement qui doit juste disparaître. En tout cas, se pose la question. J'ai un souvenir d'enseignement de finance des marchés. Je vois pas le délire. Vu les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie question sur le sens de cet enseignement. Et donc, c'est convertir ces cours-là en cours de quoi ? Finance soutenable, finance... Il y a des cours de, je sais pas, sur les finances d'entreprise, le rôle des banques. Voilà, ça suffit, hein, ça fonctionne avec ça. Voilà. Alors ça, c'est la première chose. Et la deuxième... il y en aurait d'autres, hein, mais je pense qu'il y a une nécessité absolue de défendre un enseignement public. Et c'est pas seulement l'enseignement maternel, primaire et secondaire, mais l'université, la recherche, complètement indépendante de financement d'entreprises privées. Moi, j'ai étudié dans une école qui est largement financée par des grandes entreprises qui ont des panneaux dorés dans le hall d'honneur de l'école. Et on voit ce que ça donne. C'est un enseignement qui est au service des grandes entreprises. Où le département finance était le département d'élite, où on formait des gens pour conduire les activités, les 90% d'activités qui sont dommageables à la société. Donc je pense qu'il y a vraiment une nécessité de garder les capitaux privés les plus loin possible de l'université et de la recherche, et de protéger aussi les étudiants de la nécessité d'un crédit, puisqu'on voit les ravages que ça crée aux États-Unis et en Angleterre, notamment. Merci beaucoup. Mathieu, pour conclure, la parole des étudiants. Moi, je vais juste dire 2 choses. Alors, une chose qu'on pourrait dire aux professeurs et aux gens responsables des programmes, c'est que vous ne devez pas avoir peur d'inclure du pluralisme et de la critique dans la formation des étudiants. Je pense même que vous aviez à y gagner. Ça intéresse les étudiants et ça peut-être que ça évitera d'avoir des critiques qui soient non fondées ou juste voilà, je rejette totalement tout ce qui a été dit, tout ce que j'ai appris. Parce que ça, c'est un risque, c'est d'avoir des étudiants qui rejettent totalement l'entièreté de leur apprentissage, alors que moi, je pense que même s'il y a des choses à redire, dans les cours qu'on reçoit en économie, il y a quand même des choses intéressantes à garder, quoi. Ça, c'est important à dire. Deuxième chose, moi, alors c'est plutôt pour les étudiants auxquels je vais m'adresser, c'est que saisissez-vous des matières que vous étudiez. Pas uniquement les slides, mais lisez sur le côté des livres. Intéressez-vous aux phénomènes, à l'actualité. C'est seulement par ces voies-là que vous allez pouvoir développer une intuition, une représentation et même un plaisir dans votre pratique du savoir.
Parce que c'est pas seulement en étudiant des slides pour réussir des QCM que on prend du plaisir à étudier, et c'est pas en faisant ces activités-là qu'on apprend et qu'on se forme intellectuellement, il me semble. Voilà. Merci beaucoup à tous. Alors, on a déjà dépassé l'heure, mais je voudrais quand même au moins poser la question de savoir si des gens ont envie d'intervenir, poser une question à notre flamboyant panel. Pas d'empowerment ici? Une question? Une remarque? Bon, en tout cas, sachez que ceci a été filmé, vous voyez, il y a une trace. Donc si vous avez envie de revivre toute cette séquence... Pardon? Ah pardon, Annick. C'est vrai. En plus, j'avais dit que je finissais par toi, justement. Oui, donc c'est très bien. Pour faire la synthèse, non, mais voilà. Oui, voilà. Après les questions, donc il n'y en a pas. Donc très bien. Non, Annick, justement, puisque tu es notre vice-rectrice à l'enseignement, et est-ce que tu vois, de tout ce qui a été dit, ce qui pourrait être implémenté facilement, moins facilement? Qu'est-ce qui te semble le plus urgent à mettre en œuvre, et qu'est-ce qui semble réaliste? Je pense qu'il y a un volet vraiment important qui est le volet de diversité, on l'a évoqué, la diversité des approches. On a évoqué la diversité des approches théoriques, mais je pense aussi que mettre en contact les étudiants avec la diversité des réalités du terrain, le fait qu'il n'y a pas que les grandes entreprises, et la majorité des théories en management sont basées sur les expériences de grandes entreprises, mais qu'il y a aussi une multitude d'expériences, et en particulier d'expériences nouvelles qui ont lieu et qui sont très enrichissantes, les expériences coopératives, les expériences d'économie du partage, qui sont parfois bonnes, parfois mauvaises, mais qui sont très inspirantes et qui montrent qu'il y a d'autres façons de faire les choses. Et là, c'est notre rôle. C'est notre rôle d'aller sur le terrain, chercher ces éléments, les mettre à disposition des étudiants, mais aussi les mobiliser dans nos recherches et faire en sorte d'étudier ces alternatives et d'en faire des savoirs qui pourront être expérimentés dans d'autres contextes. Donc là, le volet certainement diversité que beaucoup d'entre vous ont évoqué, je pense, c'est important. Le volet responsabilité, l'université, vous l'avez dit tout à l'heure, Mathieu, c'est un acteur social, mais je pense que c'est un acteur social particulier, qu'il faut garder cette particularité. Vous l'avez évoqué également, c'est-à-dire un acteur qui doit avoir son autonomie et son indépendance et qui doit la réclamer parce qu'elle ne nous est pas garantie du tout. On sent ici en Belgique, par exemple, une ingérence du pouvoir public par rapport à des décisions qu'on aimerait bien pouvoir prendre nous-mêmes. On sent aussi l'ingérence de certaines entreprises qui viennent parfois chercher davantage une forme de conseil qu'une véritable recherche universitaire. Et ça, c'est essentiel qu'on puisse maintenir cette indépendance et qu'on puisse donc continuer à avoir ce rôle d'acteur social responsable qui produit des savoirs indépendants, qui a ce regard critique qui n'est pas corrélé à quelques lobbies que ce soit, et vous l'avez évoqué également, et qui aussi fait en sorte de comprendre que son rôle, c'est de former des citoyens responsables. Et donc, comme acteur social responsable, former ces citoyens responsables qui peuvent faire face à ces multiples défis de la transition, ça passe par l'intégration de ces défis dans les différents enseignements. On est en train de travailler sur ce volet d'intégration de la transition à différents niveaux et des transitions, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Et donc, sinon, l'université risque de disparaître au profit d'autres acteurs qui ont compris qu'il y avait parfois aussi cette recherche utilitariste chez les étudiants, et on voit arriver sur le marché des formations qui viennent de grandes entreprises comme Google ou Microsoft et qui viennent concurrencer des propositions universitaires avec évidemment pas du tout ce recul critique qui est absolument nécessaire et qu'on a évoqué beaucoup ce soir. Et encore faut-il qu'on mette en œuvre effectivement, un contexte qui permette ça. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup de votre attention. Vous voyez que le débat n'est pas clos. Voilà, j'espère que ça suscitera des discussions chez vous et qu'on poursuivra les échanges dans un avenir très proche et que surtout on arrivera à mettre en œuvre dès demain tout un tas d'idées parce que finalement c'est par petits pas aussi qu'on avance. Merci beaucoup à vous tous.